Bienvenue au débat Afrique-Colchi Paris consacré aux arrestations politiques au Maroc, des arrestations des journalistes. Sa parenthèse a été ouverte après le mouvement 20 février en 2011, vite fermé en 2014, après bien sûr le discours du ministre de l'Intérieur au Parlement marocain. Juste après, le Maroc a interdit plusieurs activités des associations, l'AMDH, Amnesty, ADN, Association de droit numérique, AMJ, l'Association marocaine du journalisme d'investigation, Ibn Rushd, c'est un bureau d'études, et Freedom. Dans ce contexte répressif, plusieurs activistes ont été arrêtés, emprisonnés fin 2019. Est-ce qu'on parle aujourd'hui d'une nouvelle méthode de répression? Est-ce que le journalisme indépendant au Maroc devient un danger? Les accusations morales de mœurs ont-elles devenu une méthodologie permanente de l'État pour faire taire les voix critiques, les journalistes libres? Le régime marocain a-t-il tiré des leçons des années de plomb, où on parle aujourd'hui de retour des années de plomb? Pour répondre à ces questions, bien sûr, et pour le débat, on parle avec Ahmed Benchemsi, le directeur de la communication et de plaidoyer pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord auprès de Human Rights Watch. Bienvenue, Ahmed Benchemsi. Vous avez travaillé au Maroc en tant que journaliste et directeur de publication avant de s'exiler, si on peut dire, pour occuper des postes qui sont loin un petit peu de métier de journaliste, enseignant par exemple et doyen pour Abou Bakr El-Jamii, responsable de communication au sein de Human Rights Watch pour Benchemsi. Est-ce que ou c'est le Maroc vu depuis l'étranger est-il plus rose ou plus noir, monsieur Benchemsi? Merci d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici et d'avoir l'opportunité de dire quelques mots au nom de l'organisation que je représente, qui est Human Rights Watch. Maintenant, la question que vous avez posée est très très pertinente parce que est-ce que le Maroc est plus rose ou moins rose vu de l'étranger? Normalement, le Maroc est le même. Il devrait être vu pareil de partout. Mais justement, pourquoi cette question est importante? C'est parce que quand on voit le Maroc de l'étranger, et en particulier dans les organisations comme la mienne, il y a cette tendance à voir le Maroc comme partie d'une région plutôt que comme un pays qui a sa propre dynamique. Et donc, du coup, le Maroc est considéré comme étant un État arabe, arabo-musulman parmi les États arabo-musulmans. Et cette comparaison, surtout quand il s'agit de parler des violations des droits de l'homme, est toujours entre guillemets en faveur du Maroc. Et je dis bien entre guillemets parce qu'évidemment, vu ce qui se passe au Maroc, il n'y a pas de quoi pavoiser en termes de respect des droits humains. Mais comme les gens qui ont à émettre ce jugement sont aussi les mêmes qui voient ce qui se passe en Égypte, qui voient ce qui se passe en Arabie Saoudite, qui voient ce qui se passe en Algérie, pas très loin de chez nous, qui voient ce qui se passe évidemment dans tous les pays où il y a des guerres civiles qui ne sont pas encore achevées, comme en Syrie, comme en Libye, au Yémen, une agression étrangère. Donc, toutes ces choses-là rentrent dans le champ de vision des gens qui, dans les organisations internationales et qui, vu de Washington ou vu de Paris, doivent analyser le Maroc. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, en comparaison, le Maroc, c'est pas très grave. Évidemment, moi, mon travail, une partie de mon travail, même si je supervise l'ensemble de la région en termes de communication pour Human Rights Watch, consiste à rappeler inlassablement que la comparaison n'est pas raison, que ça n'arrange rien de comparer le Maroc à la Syrie. C'est comme, d'ailleurs, c'est devenu pratiquement un proverbe au Maroc. On entend ça régulièrement depuis des années. Comme si ça justifiait quoi que ce soit, comme si le fait qu'il y ait une guerre civile ailleurs justifie qu'on emprisonne des journalistes au Maroc, comme si le fait qu'il y avait des arrestations massives en Égypte et de la torture massive justifiait le fait que des journalistes et des dissidents ou des activistes soient détenus en violation des règles, et des procès très discutables, etc. Donc, la première réponse à votre question, c'est qu'il faut absolument éviter l'effet de comparaison. Moi, ce que j'ai toujours tendance à dire, c'est que plutôt que de comparer le Maroc aux autres pays de la région, il faudrait comparer le Maroc d'aujourd'hui au Maroc d'il y a 10 ans, ou au Maroc d'il y a 20 ans, ou au Maroc de quand on veut. Alors, il est vrai que quand on compare le Maroc d'aujourd'hui au Maroc de Hassan II, au plus fort des années de plomb, la comparaison, là aussi, est à l'avantage de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas des centaines et des milliers de gens qui sont torturés systématiquement
pratiquement dans les prisons, comme c'était le cas sous les années de plomb. Mais est-ce qu'il faut vraiment être fier de ça? Est-ce qu'il faut se dire, ah, c'est parce qu'on n'a pas une torture qui est aussi étendue que sous Hassan II ou qu'en Égypte aujourd'hui, eh ben, on va considérer que tout va bien? Non, on ne va pas considérer que tout va bien. Parce que, justement, le Maroc prétend être un pays démocratique, prétend être un pays qui respecte les lois, et que plutôt que de le comparer à d'autres pays ou à une situation qui était très défavorable il y a 30 ans, il faut le comparer aux standards internationaux qu'il s'est fixés. Il faut le comparer à ses prétentions. Et il faut aussi... comment on peut, c'est-à-dire expliquer cette régression des droits humains au Maroc depuis, on peut dire 2014, 2013, 2015. Comment on peut, c'est-à-dire analyser cette régression et par rapport aussi aux États que, c'est-à-dire voisins, l'Algérie, la Libye, etc. Alors l'Algérie est un cas particulier parce que la dynamique politique d'opposition, on va dire, en Algérie est très récente. Elle a démarré en 2019 par les manifestations du Hira qui ont eu raison d'Abdelaziz Bouteflika et qui ont continué, qui ont été réprimées plutôt férocement par le pouvoir en place encore aujourd'hui. Mais si on exclut l'Algérie, qu'on compare le reste des pays d'Afrique, si on exclut la Tunisie aussi parce qu'elle a un historique particulier, et qu'on compare au reste de la région, je pense que la régression qu'a connue le Maroc ces 10 dernières années s'inscrit dans la dynamique contre-révolutionnaire des printemps arabes, qui est aussi applicable aux autres pays de la région. C'est-à-dire qu'en 2011, il y a eu le printemps arabe, ça a été une espèce de wake-up call, je ne sais pas comment dire ça en français, de rappel à tous les régimes autoritaires de la région que l'autoritarisme n'était pas un fondement sur lequel il pouvait durer éternellement. Et plusieurs pays ou plusieurs pouvoirs ont été secoués pendant 1 an, peut-être même 2. Et puis, à partir de là, les régimes autoritaires du monde arabe ont repris le dessus progressivement. Et bien, le Maroc, ça s'est passé pareil. Il y a eu un grand vent de liberté en 2011. Quand le 20 février était dans les rues, tout se disait pratiquement au Maroc. Beaucoup de choses se disaient aussi dans la presse, et j'en ai fait partie dans la décennie précédente, mais ça restait peut-être l'apanage d'une petite élite de journalistes, de gens qui écrivaient des choses. Mais à partir de 2011, c'était le peuple dans les rues qui criait des slogans, qui abat l'absolutisme, qui réclamait la fin de la corruption, qui réclamait une réforme profonde du pouvoir royal, qui en arrivait dernièrement à réclamer plus qu'une réforme profonde du pouvoir royal d'ailleurs. Et donc il y a eu un vent de liberté vraiment réel en 2011, début 2012. Et à partir du moment où le pouvoir a repris le dessus, par un mécanisme que je ne vais pas expliquer maintenant parce que ce serait trop long, c'est là où la répression a repris ses droits. Et c'est là où le recul a vraiment commencé à se faire constater jusqu'à aujourd'hui. Ça a été la répression des derniers journaux indépendants qui existaient encore à cette époque. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul qui tient debout, c'est Akhbar Lyon. On parle de la presse écrite quotidienne en particulier. Il n'y en a plus qu'un seul. Et vous voyez le mitraillage constant auquel est soumis Akhbar Lyon. Donc les médias, la parenthèse enchantée, entre guillemets, des années 2000 à 2010, elle a été terminée très très vite, et après le printemps arabe. Et puis après, le pouvoir est passé aux dernières poches de résistance qui, selon lui, pouvait constituer un danger de faire revivre les manifestations de 2011, en tout cas la contestation de pouvoir, c'est-à-dire les blogueurs, les individus en fait. Les individus, et certains individus ont été érigés en symboles. On se demande encore pourquoi, parce que ce sont des, comme c'est le Mahaté Mounjib qui est ici avec nous, qui a été inexplicablement devenu la tête de turc d'une certaine frange sécuritaire du pouvoir, comme on peut le voir dans les sites web qui leur sont dévolus. Et donc maintenant, ils se focalisent sur un certain nombre d'individus. Je pense que la stratégie a évolué. Plutôt que des arrestations de masse, on cible des individus qui ont une valeur symbolique forte et on les diffame très largement dans une presse aux ordres qui est de plus en plus importante et qui a pris le pas complètement sur la presse indépendante d'il y a 10 ans, de manière à diffuser la peur pour que les gens يدخلوا الجوع ونبوحدهم. Oui, oui. Vous avez mentionné Mahaté Mounjib, il est avec nous, comme ça, c'est-à-dire on va revenir à cette question en détail, mais Mahaté Mounjib, vous avez entamé une grève de la faim pour protester contre les autorités marocaines en 2015, puis vous êtes interdit aussi depuis longtemps de participer dans des conférences au Maroc, et maintenant vous vous êtes poursuivi où il y a une enquête contre vous et votre famille pour blanchiment d'argent. Avez-vous une explication de façon dont les accusations sont passées de menaces de la sécurité de l'État en 2015 au blanchiment d'argent en 2020, c'est-à-dire
après 5 ans de procès par rapport à ce qu'il a dit, à ce qu'il a dit M. Benchemsi sur le contexte actuel au Maroc. Merci et bonjour à tout le monde. Bonjour à Aboubakr, bonjour à Samad, bonjour à Ahmed. C'est tout ce... il y a Afaf aussi. Donc, juste peut-être c'est ma déformation d'historien. Les dernières années de Hassan II étaient beaucoup meilleures, parce qu'il faut comparer avec le passé aussi, qu'aujourd'hui. Donc, les années, par exemple, 94-99, il y avait beaucoup plus de liberté publique, il y avait beaucoup moins de persécutions et 99% moins de diffamation contre les opposants et les droits humanistes et les journalistes libres. Juste pour dire ça, depuis 2013, la situation régresse et on va de pire en pire. Et la police politique, si on compare le pouvoir de la police politique aujourd'hui avec le pouvoir de la police politique à partir, disons, de 1973, aujourd'hui, il est beaucoup plus fort, notamment dans le management de l'élite politique, d'une bonne partie des élites politiques et des parlements. Aujourd'hui, la presse et les médias en général sont, disons, à 80% gérés dans leur discours général par les services secrets. Ça n'a jamais existé du temps de Hassan II, par exemple. Il y a eu un moment pendant les années 60, mais c'était très court, disons 65, 72, voilà. Mais aujourd'hui, disons, la répression est beaucoup pire, comme j'ai dit, qu'il y a 20 ans, quoi. Le passage c'est-à-dire un autre procès où tu es membre, Samad, c'était vraiment la transition entre les accusations politiques et les accusations de droit commun. Puisque, comme vous savez, j'étais moi-même d'atteinte à la sécurité intérieure et 4 ou 5 autres accusations politiques graves, dans l'affaiblissement de l'allégeance des citoyens aux institutions de l'État, etc., collaboration avec des organisations hostiles au Maroc, mais il y avait aussi escroquerie. Seulement ils ont passé 5 ans. Tout d'abord, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas trouvé parce que pour être escroc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte plainte, ou il faut des victimes claires qui se revendiquent comme telles, etc. Ils n'ont rien trouvé. En même temps, ils ont vu que les accusations qui sont majoritairement politiques nous servaient, si tu veux. Donc, ils n'ont pas ouvert le dossier. On a été convoqué 21 fois. Le procès n'a jamais commencé parce que tout simplement, il y avait cette accusation politique qui était traînée comme un boulet dans notre procès. Et donc, la plus grande presse internationale, y compris française, espagnole, américaine, russe, etc., et même taïwanaise, parce que j'ai un ami qui a une femme taïwanaise qui parlait de ce procès-là, d'atteinte à la sécurité de l'État, etc. Maintenant, ils sont passés depuis 2016. On a vu que Zefzafi, par exemple, il y avait plusieurs. Zefzafi, il est leader du Hirak du Rif. Il y avait plusieurs accusations de droit commun, malgré que c'était clair, que c'était les manifestations. On a accusé Nasser, par exemple, Zefzafi, de recevoir de l'argent de l'étranger. Il a été aussi accusé par la presse de l'intelligence d'être copropriétaire d'un yacht, d'avoir des relations avec des chérats, etc. Donc tout ça, on a vu comment, c'est-à-dire la police politique marocaine accuse les gens de droit commun, la classe des droits humanistes, disons l'élite qui milite pour les droits de l'homme. Et deuxièmement, ça pour les gens à l'étranger qui ne savent pas la situation au Maroc, surtout que le Maroc fait partie des 4 ou 5 premiers États les moins répressifs du monde arabe. Donc tout ça, ça fait que le régime et surtout la police politique voient dans le droit commun
dans les accusations de droit commun comme quelque chose d'efficace pour minimiser donc le soutien, je veux dire le soutien des organisations de droits de l'homme, parce que la population elle-même, ils ne croient en rien. Ils disent même s'ils sont corrompus, même s'ils sont fait ça ou ça, pourquoi ils n'arrêtent pas les autres? Pourquoi pas les gens qui sont très forts, etc. Mais je veux dire, cette élite politisée qui soutient ceux qui sont persécutés, y compris les organisations des droits de l'homme, les journalistes qui sont mais ils savent que droit commun, ils savent que la réaction du régime sera plus forte. C'est-à-dire contre eux, si jamais ils défendent cette personne-là. Et aussi l'impact international, l'impact sur les pays voisins, etc. Et on a vu comment l'Algérie a commencé très récemment, depuis 2019, à porter aussi des accusations de droit commun dans les médias. Mais c'est jamais très grave. C'est des accusations diffamatoires, mais de genre politique. Et alors, au Maroc, maintenant, ça montre qu'il y a un manque de moralité au sein du libre pouvoir et des officiers qui gèrent donc le management du. D'accord, ça coupe un petit peu. On va passer directement à M. Qandil, l'avocat de Omar Radi Souleymane Rissoni, pour répondre à ces questions ديال التشابه ديال القضايا ديال متابعة الصحفيين اليوم في المغرب. كتشوفوا ثم تابعتوا قضية هاجر ريسوني، تابعتوا قضية توفيق بوعشرين، تابعتوا قضية سليمان ريسوني، تابعتوا قضية عمر رادي، تابعتوا قضية مهداوي إلى آخره. هل يعني هل هناك تشابه في هذه القضايا، وما هو الخيط الرابط بيناتهم؟ وتيقول لك البعض بأن الصحفيين ليسوا فوق القانون. هل من تفسير يعني لمتابعة فقط الصحفيين بقضايا القضايا الجنسية والأخلاقية في المغرب؟ وما هي أوجه التشابه ما بين هذه مجموعة ديال القضايا اللي كاينه حاليا، اللي بدات من تقريبا قضية هشام منصوري 2015؟ تحية للجميع، تحية لكل حاضرين معنا. بداية أعلن تضامني مع الدكتور معطي منجيب فيما يعانيه من محنة في هذا البلد، وأتمنى أن يجد ملفه كباقي الملفات نوعا من الانفراج ونوعا من السير في الاتجاه الصحيح. أعتقد أن كما قلت صديقي العزيز على أن الملفات التي تُبع فيها الصحفيون منذ 2015 إلى حد الآن هي جلها تحتوي على متابعات واحدة، وهي المتابعة ذات الطابع الأخلاقي، دائما إلصاق تهمة الجانب الأخلاقي أو الجانب الجنسي بالصحفيين الأحرار في هذا البلد. وللأسف هذه المتابعات أدت إلى مغادرة مجموعة من الأطر الكفء في هذا البلد، مغادرة بلدنا وترك جرح عميق لا زال لم يندمل بعد. بالطبع نتحدث الآن عن صحفيين مرموقين معروفين لدى الصعيد الوطني والدولي اللذين يتابعان الآن بنفس التهم أخلاقية. نتكلم عن سليمان الريسوني بعدما تبعت هاجر هي الأخرى بنفس التهمة. نتكلم الآن عن سليمان الريسوني وعمر الراضي. كعضو من أعضاء الدفاع لهذين الصحفيين أعتقد على أن من خلال ما راجع خلال جلسات التحقيق لا يمكنني إلا أن أجزم على أن متابعة هذين الصحفيين في حالة اعتقال هي متابعة خارج القانون. بالطبع أنا ملزم بالسرية طبقا لمقتضيات المادة 15 من قانون السراء الجنائية، ولكن يبدو لي من خلال ما راج على اعتبار أن سليمان الريسوني تُبع بناء على تدوينة
لدى شخص ادعى أنه ضحية أفعال أخلاقية من طرف سليمان الريسوني، وكذا عمر رضي الذي تبع بناء على شكاية لم تقدم معها أي دليل وأي برهان على كون التي تدعي أنها ضحية عنف جنسي لم تقدم أي دليل خلال تقديمها لشكايتها، باستثناء التصريحات التي أدلت بها أمام سيد وكيل العام للملك. في هذه النقطة بالضبط، هل لاحظتم بأن السلطات المغربية تتابع يعني أشخاص آخرين بناء على تدوينات، أم فقط سليمان الريسوني هو الذي تبع على تدوينه؟ يعني هناك شكايات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، هل تمت يعني متابعة أشخاص آخرين أم يعني فقط؟ سي صمد، أنا أؤكد لك من خلال علمي، طبعا الحال أنا لا أجزم، ولكن أؤكد لك يقينا على أنني لم لا علم لي بأي شخص تبع بناء على تدوينه. نتكلم على هذه التهم، تهمة أخلاقية، تهمة جنسية، لا وجود لأي متابعة إلى حدود علم الآن لأي شخص مغربي من طرف النيابة العامة بناء على تدوين بالفيسبوك. نعلم على أنه للمتابعة، أنا نتكلم على المتابعة في حالة اعتقال، للمتابعة في الاعتقال هناك واحد الأمر اللي هو ضروري وجوهري ومهم جدا، وهو توفر حالة التلبس. حالة التلبس هي الحالة التي يكون فيها الشخص وهو يقوم بالفعل أو فور قيامه بالفعل أو إلى غير ذلك، وهي محددة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية. لكن الوضع ديال سي سليمان، الشخص يتكلم عن وقعت له في 2018 ولم يتابع فيها عمر سليمان الريسوني إلا في 2020. ثم الشخص الذي تقدم به الذي أدلى بتصريحاته إلى غير ذلك هو لا يتوفر على أي دليل، على أي قرينة من شأن النيابة العامة أن تتابع سليمان الريسوني في حالة اعتقال. هذا هو المشكل. نفس الشيء بالنسبة لعمر. نحن كنا تحدثنا ولا زلنا نتحدث على أن عمر رضي كانت الواقعة بمعية صديق له، وصرح من الضابط القضائي على أن العلاقة كانت رضائية وأنه لا وجود لأي عنف جنسي، فإذا به بعد مدة نتفاجأ بأن ذلك الشاهد أصبح متهما. نعم، سنعود بتفصيل إلى هذه النقطة حول اتهام عماد ستيتو بكونه مشارك في هذه الواقعة واتهامه بالمشاركة في العنف الجنسي. لكن قبل ذلك أنتقل إلى الأستاذ بكر الجامعي الذي التحق بنا منذ قليل. Monsieur Jamri, bonsoir. Bonsoir. Alors, en novembre 2003, vous avez remporté le prix international de la liberté de la presse de CPG, Comité de protection des journalistes. En 2006, avec Fahd El-Iraqi, vous étiez condamné à payer la somme de, c'est-à-dire 3 millions de dirhams, équivalent de 300 000 euros, environ 300 000 euros. En janvier 2007, vous avez quitté le journal hebdomadaire. Les autorités auraient pu saisir les biens du journal et vous avez quitté le Maroc aussi définitivement en 2014, si je me rappelle très bien. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire plus sur cette affaire c'est-à-dire du journal et comment vous avez quitté le Maroc? Et la deuxième question, est-ce qu'il y a-t-il une différence relationnelle entre le régime et la presse pendant la période où vous avez pratiqué le journalisme? Est-ce qu'on parle aujourd'hui d'une nouvelle méthode de répression au Maroc, ou c'est la même chose entre, c'est-à-dire 95 et 2020? Combien d'heures j'ai pour répondre à cette question? Alors, vous avez 3-4 minutes et puis je reviens vers vous encore une fois pour d'autres questions. D'abord, je voudrais corriger quelques éléments qui sont venus dans votre introduction. D'abord, je voudrais commencer par vous remercier pour cette invitation et
et saluer mes amis qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, la première, c'est que j'ai été condamné avec Fahd Al-Araqi, pas avec Fadel Al-Araqi. Il y a Fahd. Oui, Fahd Al-Araqi, oui. Fahd était journaliste, il est Oui, toujours, je crois, bien portant. Ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé, mais je pense qu'il se porte bien. Fadel Al-Araqi, qui était mon co-actionnaire et cofondateur du journal, c'est lui qui est en fait décédé en avril dernier. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas quitté le Maroc définitivement en 2014, mais en 2007. Et je vous remercie d'avoir mentionné ces éléments parce que souvent, il nous arrive de penser que la répression de la presse vient de commencer, etc. Je pense que je suis arrivé à temps pour entendre Sematé parler du fait que les dernières années de Hassan II étaient des années qui étaient relativement, ici est un mot important, relativement plus libres pour les journalistes que ne l'ont été les années Mohamed VI, et je souscris à cette idée, puisqu'il se trouve que j'ai fait partie d'une expérience qui justement a été un peu le pont entre la période Hassan II et Mohamed VI, puisque le journal, nous l'avons fondé en novembre 97, et que les premières interdictions, nous avons eu des problèmes sur Hassan II, mais qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qui va nous arriver sous Mohamed VI, et aussi très tôt, parce que j'entends dire que le resserrement de la vis s'est fait en 2000, au milieu des années 2000, c'est pas vrai, comme vous l'avez dit. Si j'ai emporté un prix, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand vous remportez ce type de prix, c'est que vous avez été réprimé. Et le prix, je l'ai remporté en 2003, donc ça veut dire que la répression est arrivée avant. Et en fait, les événements les plus marquants de la répression de la presse sous Mohamed VI au début des années 2000, c'est l'interdiction du journal Sahifa et Demain, en décembre 2000, et avant cela l'interdiction du journal Sahifa, interdiction officielle, c'est-à-dire interdiction, c'est ça qu'il faut bien comprendre, avec lecture du communiqué d'interdiction à la télévision par les autorités. Et la première interdiction est arrivée en avril 2000. En termes de répression, vous avez parlé du fait que j'avais été condamné. J'ai toujours été condamné d'ailleurs. Je n'ai jamais remporté un seul de mes procès et j'en ai eu beaucoup. Des fois, je me disais peut-être que juste pour crédibiliser un tout petit peu leur approche, ils vont me laisser gagner un procès, mais ce n'est jamais arrivé. Walillah alhamd, je les ai tous perdus. Et je voudrais rappeler qu'en fait, en 2002, j'avais été condamné à de la prison ferme avec Ali Ammar, dans une affaire, l'affaire Clear Wall, qui est donc une affaire d'escroquerie immobilière à Washington par des officiels marocains. On avait été condamné à de la prison ferme. Je n'ai pas été en prison parce qu'on a fait appel et que l'appel était suspensif de l'emprisonnement. Et en appel, nous avons été condamnés donc à du sursis. Et à l'époque déjà, on avait battu le record des amendes, des dédommagements, pas de l'amende, des dédommagements, puisqu'on avait été condamné à payer 2 millions de dirhams à l'époque, je vous parle de 2002-2003, à Sibn Issa, qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères marocain. Et puis, ce qui s'est passé par la suite, la raison de mon départ est la suivante, c'est que la raison de mon départ est du fait que je ne peux pas vivre au Maroc, et que ce n'est pas un exil volontaire, c'est un exil forcé, c'est que je ne peux pas gagner de l'argent au Maroc et je ne peux rien détenir, puisque j'ai été condamné à payer des sommes faramineuses que je ne peux pas payer, et que, in fine, après 2010, ils m'ont saisi tous mes biens. Ils m'ont effectivement saisi tout ce que j'avais au Maroc. Donc, je n'ai plus rien. C'est-à-dire que je veux que cela soit très clair. Et c'est important à savoir, pas seulement parce que je ne suis pas le seul dans ce cas. C'est pour comprendre la gradation de la répression dans l'histoire de la presse marocaine, parce qu'il y a eu une gradation, et la détérioration a vraiment commencé en 2000, véritablement. La dégradation a commencé en 2000. Maintenant, ce sur quoi j'aimerais plus m'étendre, c'est comment s'est faite cette dégradation de la liberté de la presse au Maroc et quelles en sont les raisons. Mais vous me dites que j'avais 3 minutes, je les ai pratiquement déjà épuisées. Donc, vous me dites si j'ai le temps ou pas. Mais je souhaiterais parler de comment on est arrivé en fait à ce qu'aujourd'hui, Maté, Omar, Suleiman, etc. se retrouvent attaqués de la façon de laquelle ils ont attaqué. Donc, je ne sais pas si vous m'octroyez un peu plus de temps ou si vous préférez que je vous donne les minutes. D'accord, je vous donne les minutes. Bon, très rapidement. On va revenir en détail sur ces questions-là après. Très rapidement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'émergence au Maroc d'un nouveau type de journalisme vers la fin des années 90. Mais quand je dis émergence, il n'est pas sui generis, c'est-à-dire que ce n'est pas des génies du journalisme qui un jour sont arrivés au Maroc et ont dit on va vous montrer ce que c'est que le journalisme. C'est véritablement l'éclosion
qui est arrivé après une accumulation d'expériences. Et moi, quand on me demande, par exemple, la généalogie du journal et de mon expérience à moi en tant que fondateur de médias et de presse, ma généalogie, je la vois dans beaucoup de journaux. Et le média le plus proche historiquement de ce qu'on a fait et qui a joué un rôle dans notre maturation, c'est par exemple, c'est la vie économique, par exemple. Pour des raisons, on peut en discuter si vous voulez plus tard. Donc, c'est une accumulation, c'est une évolution qui a fait qu'il y a eu l'émergence de cette presse qui avait ceci de particulier, c'est que c'était une presse qui, en même temps, d'un point de vue éditorial, était indépendante. Et je mesure, parce que l'indépendance est aussi un concept relatif. En l'occurrence, au Maroc, je définis l'indépendance comme la capacité d'un média à traiter le vrai centre du pouvoir comme centre du pouvoir, ce qui n'est pas le cas au Maroc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons tous que le locus du pouvoir, le centre du pouvoir, c'est la monarchie. Et le travail, la première fonction de la presse dans un pays, entre guillemets, démocratique, c'est celui justement de jouer ce qu'on appelle le chien de garde, watchdog. Et vous le faites, chien de garde, qu'est-ce que vous gardez? Vous gardez les élites qui sont au pouvoir. Donc, évidemment, au Maroc, il est très facile de critiquer l'Athmani, comme il était très facile de critiquer Mkera, comme les gens oublient. Sous Hassan II, c'était très facile de critiquer les premiers ministres et les ministres, etc., à part certains, évidemment, Bsra et compagnie. Mais comme aujourd'hui, d'ailleurs, il y a certains ministres qui sont plus difficilement critiquables que d'autres. Mais même en termes d'analyse, vous ne mettez pas la monarchie au centre et vous la critiquez au sens positif ou au sens négatif, d'ailleurs. Et vous lui appliquez le travail critique que doit faire toute presse de ce nom. Donc, la presse indépendante pour moi au Maroc, c'est cette presse qui fait ça. Et s'il y a un journaliste qui, à mon avis, s'est beaucoup distingué récemment par ça, c'est Souleymane. Lorsque vous analysez les éditoriaux de Souleymane Ressouni, c'est exactement ce qu'il faisait éditorial après éditorial. Et en fait, il remplissait son rôle de journaliste. Le deuxième paramètre qui a fait que cette expérience était nouvelle, parce que ce paramètre-là n'est pas le seul, c'est qu'en termes de modèle économique, et je n'insisterai jamais assez sur l'importance de cet aspect, le modèle économique, parce qu'il y a eu une évolution de l'économie marocaine, parce qu'il y a eu le début du commencement de l'émergence d'une classe des affaires à peu près autonome. Donc, ça a créé les conditions propices pour que le modèle économique traditionnel dans les économies de marché occidentales puisse émerger au Maroc, à savoir un média qui puisse vivre de ses revenus, vente de journaux, mais aussi surtout publicité. Et donc, lorsque vous analysez les comptes de produits et charges des médias marocains, la plus grande part de leurs revenus, elle vient en fait de la publicité. C'est-à-dire, quand vous dites la publicité, ça veut dire que vous avez une classe entrepreneuriale, entre guillemets, et peut-être le mot entrepreneurial est abusif ici parce qu'il y a beaucoup de rentiers, qui acceptent de passer de la pub dans des journaux qui en même temps sont critiques vis-à-vis du centre du pouvoir. On va revenir à cette question économique, c'est-à-dire des journaux marocains. Pour que je sois complet, oui. 2 mots. Ça a donné naissance à un nouveau type d'institution qui marie ces 2 éléments-là. Ces institutions-là ont été annihilées par le boycott publicitaire. Elles n'existent plus. Il n'y a plus aujourd'hui d'institutions médias indépendantes au Maroc, au sens où je viens de le définir, ça n'existe plus. Il n'existe plus. Ce qu'il y a eu après, c'est l'émergence donc ils sont passés aussi, ils ont attaqué les médias sur Internet. Et puis la dernière, pour faire très vite, ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'ils s'attaquent en fait au dernier bastion de cette parole libre, c'est-à-dire des individus qui ont une parole crédible. Et donc, comment on les attaque? On les attaque en remettant en cause leur caractère et leur réputation. Ce qui, par ailleurs, se faisait déjà. Et je tiens à rappeler que cette vague à la Ben Ali, parce que le journal avait titré dans les années 2000, le titre était la bénalisation. La bénalisation du régime marocain. Je parle des années 2000, je ne vous parle pas des années 2010, etc. Et je tiens à rappeler que la première personne de mémoire qui a été attaquée sur un plan de sa vertu, de sa réputation, c'était Nadia Yassine. Il ne faut pas l'oublier, en 2006, avec l'histoire elle était atteinte dans une conférence, ils lui ont sorti des photos qui ne voulaient rien dire, etc. Donc, ils ont commencé à le faire, en fait, il y a longtemps, et effectivement, ça s'est accéléré plus récemment dans les cas dont nous parlons aujourd'hui. D'accord, on va revenir en détail par rapport à ça. Mais Afaf Bernani, غادرتي المغرب في قدم قضية اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين. غادرتي المغرب
مكرهة إلى تونس بعد أن قلت بأنه تم استغلالك واستغلال جسدك للتصفية السياسية لصحفي مغربي وهو مدير نشر أخبار اليوم. كتبت مؤخرا أيضا في صحيفة الواشنطن بوست بأنه تم متابعتك يعني متابعتك لأنك قلت الحقيقة فيما يخص ملف توفيق بوعشرين. هل يمكن أن تحكي لنا أكثر عن قصتك في هذا الملف وكيف تم استغلال يعني استغلالك في هذا الملف لتصفية مدير إحدى الجرائد المستقلة في المغرب؟ أولا مرحبا، كتسمعوني ياك؟ كنسمعك. مرحبا، وأنا لي الشرف أنني نكون بيناتكم اليوم. كيف ما كتعرفوا أنا تم المهم غادرت المغرب، غادرته في جوان لو 24 جوان 2018 2019 عفوا. أنا اتصلت بي الفرقة الوطنية في لو 24 فبراير 2018، يعني مورا يوم بعد اعتقال توفيق بوعشرين بيوم. اتصلت بي الفرقة الوطنية وهاتفيا، ومن مشيت تم التحقيق معي وطرح بعض الأسئلة حول صامد. كتسمعوني؟ كنسمعوك. قلت لك تم طرح بعض الأسئلة علي من طرف الفرقة الوطنية، طبعا من طرف عديد كبير من رجال الشرطة في قاعة كبيرة. بعد أول الأسئلة اللي كانت طرحت عليا هي علاقة الصحفي توفيق بوعشرين بواحد الصحفية كانت كتشتغل معنا، وسبب الاتصال بيا واستدعاء الفرقة الوطنية هو تحت طلب من هذه الصحفية باش انا ناكد لها اقوالها. دونك انا الفرقه الوطنيه اتصلت بيا كشاهده من اجل تاكيد اقوال واحد الصحفيه وهي مشتكيه بالصحفي توفيق بوعشرين، لا داعي لذكر اسمها وهي معروفه. المهم انا اديت شهادتي، لكن من بعد واحد ساعتين وانا في الفرقه الوطنيه جابوا هذيك الصحفيه باش تواجه معايا وباش تقول. ديك الساعه قالت انني انا زعما تصريحاتي ماشي صحيحه، وحتى انا تعرضت للتحرش من طرف الصحفي توفيق بوعشرين. وكانت زعما هذا التحرش وهذا الاستغلال هو عباره عن انني واحد النهار صرحت لها بان الصحفي توفيق بوعشرين اراد يعني خلق علاقه معايا وانا رفضت فقط. من بعد بقاو كيحقوا معايا وخداو لي الهاتف ديالي، وبقيت عندهم مده 8 سوايع. خداو لي الهاتف ديالي وطلبوا مني انني نعطيهم الشيما ونعطيهم الكود التين، وبقيت عندهم تما يعني مده طويله. من بعد مني تواجهت مع هذيك الصحفيه عاود يعني بقاو من مكتب لمكتب، يعني المكتب اللي كيتحرر فيه المحاضر ماشي هو اللي تم التحقيق معايا فيه، ماشي هو اللي تم مدي فيه بهذاك الورقه لهذاك المحضر، وطلبوا مني انني نقراه بصوت عالي. الحدود الان كانت الامور مزيانه، انا رفضت وعاودت اكدت على اقوالي داخل الفرقه الوطنيه بعد ما تم مواجهتي مع خلود جابري. مني خرجت نهار السبت، نهار الاثنين بداو كيخرجوا اللوائح، وبداو اللوائح ديال الضحايا والمطالبات بالحق المدني بداو كيخرجوا. دونك انا مطالبه بالحق المدني وانا الفرقه الوطنيه اتصلت بيا كشاهده. الغد ليه غادي يبداو يخرجوا المحاضر، وقبل ما غادي يخرجوا المحاضر غادي تخرج هاد الصحفيه اللي هي طلباتني الشهاده وغادي دير واحد الفيديو على قناه شوف تي في. هذاك الفيديو يظهر ان الصحفيه على اطلاع بجميع المحاضر، حيت هذا الشيء عرفناه وتاكدنا منه من خرج المحاضر، لكن اقوالها كانوا متناقضين مع المحضر ديالها. وهذا الشيء كيفسر انهم كانوا كيوهموهم ان المحاضر واقوالهم وكل شيء اللي وقع في الفرقه الوطنيه ما غاديش يخرج للعلن، وللاسف خرجوه للعلن. والمحضر ديالي كيتوفر على اقوال خلود جابري الصحفيه، كيتوفر عليها في
اللي قالت امام الفرقه الوطنيه واجهتني بها، هما اللي تم ضمهم في المحضر ديالي. انا تقدمت بشكايه طعن بالزور في محرر رسمي في محكمه النقد، طعنت بالزور في المحضر ديال المحرر. قدمت شكايه في لو 5 مارس. في لو 5 مارس شكايتي تحطات في لو 8 مارس في جلسه علنيه، امام جلسه علنيه ديال اول جلسه كانت، وهي كانت موازاه كانت زعما نفس التاريخ ديال يوم عيد المراه، وتحطات في جلسه علنيه وبحضور كانوا عديد من المحامون وعديد من الصحفيين والى اخره. تم حفظها، ولكن حنا في لو 8 مارس فاش حطينا الشكايه امام المحكمه ولا حطيناها في محكمه النقد، ما جاناش الخبر ديال الحفظ. الخميس، الجمعه، السبت، الحد، الاثنين كتجي عندي الشرطه، عديد من عناصر الشرطه، وكيدقوا الباب مع 7 الصباح، وهما كانوا بايتين اصلا حدا الدار كيدقوا الباب. المهم كانت يعني كانوا بزاف د الحوايج وقعوا. المهم ما نعاودش لكم قداش خفت. من بعد فاش حليت عليهم الباب كيقولوا لي على انهم هما جاو عندي حيت انا درت شكايه بواحد الضابط. قلت لهم نعم انا درت شكايه به. دخلتهم الدار جلسوا قالوا لي غتمشي معنا لمحكمه الاستئناف، راه الوكيل باغيك باش يحقق معك حول هذه الشكايه اللي درتي ضد الضابط. قلت لهم انا عطوني الاستدعاء وانا غنلحق عليكم انا والمحامي ديالي. قالوا لي لا احنا هما الاستدعاء. المهم بدات اللغه شويه كتحول زعما قصاحت وبداو يستعملوا نعم لي لغه التهديد ولغه العنف. كيقولوا لي بلا ما نديروا لك الشوها في العماره، وحنا ما بغيناش نطلعوا لك البوليس باش ما نديروش الشوها. المهم انا قلت لهم راه شوف ما غاديش نخرج من الدار الا ما عطيتونيش، لدرجه انني كنمشي للشومبغ الاخر كيتبعني البوليسي دوز يتبعني. من بعد ما بقاش لقى ما يقول لي ولا كيقول لي الله يرحم باك اختي غير يلاه معايا غتخرجي لي على خدمتي. وديك الساعه كيتم الاتصال بي وكي يعني السيد كيدخل بعضو كأن داك الشخص ساخط امامه، داك اللي كيهضر مع التليفون كانه قدامه. صافي السيد كيموت بالخلع. فعلا فاش نزلنا يعني صافي ما بقيتش لقيت كيفاش ندير، مشيت معاهم. مني نزلنا فعلا كنلقى هذيك الامام ديال باب العماره كامل مطوق بالبوليس وطونوبيل عامره بالبوليس. وانا كنقول واش شكون زعما واش انا شنو درت شي حاجه ما فهمتش. دونك مشيت ركبت معاهم في واحد السياره حلا ديال البوليس، حلا يعني ماشي ما فيهاش السيمبول ديال الامن الوطني. مشينا لمحكمه الاستئناف، دخلنا للمحكمه، تقبلني الوكيل العام نجيم بن سامي وكان حداه النائب ديالو مسعودي. جوج الاشخاص كانوا في المكتب. سولني هاد الناس واش خرجوا؟ قلت له نعم جدا قلعوني والى اخره. بغيت نتصل بالمحامي قال لي نهائيا التليفون عطفيه ما تهضري مع حتى شي حد الى اخره. المهم سولني ما تعاملوش معك مثلا ما تعاملوش معك كمشتكيه من ضابط يعني. لا كنشوفوا مثلا في قضيه عمر راضي الريتوني تم التعامل مع مشتكيه ومشتكي في الفيسبوك، ولكن انت ما تعاملوش معك كمشتكيه مثلا. لا لانك المفاجاه هي اللي غنقولها لك دابا. نعم فهمتني، لانهم كذبوا عليا وهما كذابين. انا مني مشيت هو داك الضابط قال لي النيابه هذاك الوكيل العام ياك بغات لانك انت درتي شكايه للضابط. انا مشيت وانا هذيك المده كامله دوزت عند الوكيل وانا في بالي انا اللي دايره شكايه للضابط وانا اللي زعما ديك الساعه انا مشتكيه طالبه بالحق المدني. سولني قال لي واش هذا المحضر اللي هنا ديالك؟ قلت له شوف هذا المحضر راني طاعنه فيه بالزور ما كيعنينيش، راني مقدمه شكايه محكمه النقد بخصوص هذا المحضر. من بعد دار لي محضر بخصوص هذه الاقوال. من بعد عرض لي واحد الفيديو كنظهر فيه انا شاده ورقه فقط ما فيه لا صوت لا سينياتير لا يديك لا يخليك. قلت له نعم هذا المحضر راه عطاوه لي في الفرقه الوطنيه وهذا هو اللي امامك وهو اللي طعنت فيه بالزور. هادو ماشي تصريحاتي امام الضابطه القضائيه. عاوتاني درت محضر يعني هذاك الوكيل العام دار لي جوج المحاضر، واحد بخصوص الفيديو وواحد بخصوص الاقوال. والدليل ان هاد جوج محاضر اللي دارهم الوكيل ما خرجوش. في الخمسة العشيه غادي يخرج الوكيل العام نجيم بن سامي وغيدير كانت سابقه في التاريخ وغادي يدير ندوه
بحضور عديد من المنابر الإعلامية في محكمة السيناء وبزاف ديال المستشارين حداه بزاف ياك، وغادي يعرضوا واحد الفيديو ما فيهش الصوت وما فيهش التوقيع، وغادي يقول لهم شتي هاد البنت هادي راه كذبات على الضابط ياك، وراه دابا هذيك السيده راه ستتابع بالسب والقذف والتبليغ عن جريمه تعلم بعدم وقوعها. ومن بعد حكموا عليك تقريبا ب6 أشهر. من بعد هذاك الفيديو، من بعد انا تم الحكم عليا، القضيه قالت انا ما غنستمعش، ما بغاش تستمع لينا. وهذا الشيء امام الناقب زيان المحامي اللي كان كينوب عليا. علاش بغيت؟ قالت لي هكا. هذاك النهار اللي قالت لنا هي بغيت كنخرج كنلقى ما يسمى بالشباب الملكي امام في وسط المحكمه وبوجود العديد من الكاميرات وامام الملا وامام السلطه كيتهجموا عليا بالكلام الخايب لدرجه واحد هز الصباطه وشير عليا. دابا سامه واقفين من البوليس وكيلفوا حامون وهكا في وجهي وكيقولوا الكلام الخايب بزاف، وخرجوا هازين الرايات. تخيل معايا وكيقولوا تحيي الفرقه الوطنيه وتسقط وكيقولوا العار عاف البرنامج كذا امام الملأ والمحكمه فيها الكاميرات، ونتحداهم يجبدوا هذه الكاميرات. انا كنتحداهم امامكم يلا يجبدوا هذاك النهار. واخا غير من بعد غادي نكملوا القصه ديالك عفاف برنامج باش ندوزو عاوتاني من بعد غادي تغادري المغرب، من بعد غتكتبي هذا الشيء في واشنطن بوست. بيان سور الناس اللي كيتابعونا ممكن يرجعوا المقال ويرجعوا التفاصيل في جريدة أخبار اليوم. سي بن شمسي par rapport à ce qu'il a dit Afaf Bernani et aussi Jam'i et Khandil, le Maroc est souvent épinglé par les ONG internationales. Dans la quasi-totalité des cas, il ne fait pas que nier les éléments du rapport, des rapports des organisations internationales, mais aussi il attaque ces organisations, par exemple, c'est-à-dire ils accusent de servir des agendas étrangers. Comment expliquez-vous cette attitude et علاش كيتهجموا عليكم كمنظمات دولية؟ Pourquoi cette attitude, pourquoi ces réactions parfois un peu agressives? C'est classique de tirer sur le messager plutôt que de se défendre contre le message. C'est-à-dire, ce n'est pas les Marocains qui ont inventé ça, hein. C'est une tactique qui est vieille comme le monde et qui non seulement n'est pas le propre Maroc, mais qui est plutôt largement répandu dans le monde, dans les régimes autoritaires en général et dans les régimes autoritaires arabes en particulier. Mais le fait que le Maroc ait recours à ce genre de procédé, d'ailleurs, c'est pas récent, hein, c'est un vieux réflexe. Dans les 20 dernières années, à chaque fois qu'il y a eu, même avant, sous Hassan II, si ma mémoire est bonne, mais en tout cas certainement sous Mohamed VI, à chaque fois qu'il y a un rapport défavorable d'une organisation internationale, quelle qu'elle soit, hein, qu'il s'agisse d'Amnesty ou de Human Rights Watch, ou qu'il s'agisse d'organisations qui parfois s'intéressent à l'économie ou au développement social, le PNUD, le PNUD a été considéré par le gouvernement comme étant une officine au service d'intérêts inavouables. Le PNUD, le programme des Nations Unies pour l'éducation, il va avoir un agenda contre le Maroc. Tout le monde a un agenda contre le Maroc. Évidemment, c'est absurde, ce n'est pas crédible à l'instant, ça ridiculise l'émetteur du message et surtout, ça le rapproche de plus en plus de ce régime qui sont autoritaires sans phare. Tout à l'heure, je faisais un peu la comparaison, je mettais en garde plutôt contre la comparaison entre le Maroc ou des pays comme l'Égypte, des pays franchement autoritaires qui ont recours à ce type de rhétorique qui remonte aux années, j'en sais rien, 60 ou 70, eh ben, le Maroc a recours allègrement aussi à cette rhétorique-là. Elle le rapproche de plus en plus de ces modèles-là dont il prétend s'affranchir. Donc évidemment qu'ils vont nous insulter. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qu'ils ont à dire, plutôt que de répondre aux messages précis. C'est d'ailleurs, puisque je parlais de Human Rights Watch et aussi de l'Amnesty, enfin des organisations des droits humains, nous, ça fait partie de notre méthodologie. À chaque fois qu'on doit émettre un rapport, avant qu'on ne publie le rapport, de contacter le gouvernement, de contacter les officiels, de contacter tout canal officiel qui peut faire parvenir nos lettres au gouvernement, de leur dire c'est une démarche qui est très différente de celle de la presse.
Ça consiste à dire, voilà notre rapport, on vous prévient, on va sortir ça. Si vous avez quelque chose à répondre, répondez-le maintenant, comme ça on intégrera votre réponse parmi notre rapport. Évidemment, ils ne peuvent pas répondre n'importe quoi, parce qu'il faut qu'ils soient convaincants, parce qu'on fait notre travail. Chacun des éléments qu'on a posés a été pesé minutieusement, vérifié, recoupé, confirmé. C'est des faits. Souvent, quand on me dit, ah, j'ai un agenda, il n'y en a pas d'agenda tout court, ni contre le Maroc. Si, on a un agenda, c'est qu'on est pour les droits de l'homme. C'est le seul droits humains, c'est le seul avantage, c'est le seul agenda qu'on a. Pour le reste, nous ne présentons pas d'opinion dans nos rapports. C'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. Peut-être semblant de ne pas comprendre. Nous présentons des faits. Une série de faits, fait après fait après fait après fait. Vous savez, j'ai été journaliste pendant Et longtemps. comment vous faites pour, c'est-à-dire, documenter c'est-à-dire, C'est un travail vous pouvez d'enquête. nous rapprocher un petit peu de votre méthodologie de travail sur fait Human Rights Watch, etc. Est-ce que vous avez des sources Oui, et on l'écrit. Là aussi, c'est une des différences entre la presse et les organisations des droits humains. J'ai fait partie de la première et maintenant je fais partie de la seconde, donc je vois les petites nuances entre les deux. C'est que notre méthodologie dans les rapports, elle figure toujours en détail, en disant voilà qui on a parlé, voilà les documents qu'on a lus, voilà le type de personnes que nous avons rencontrées, en énumérant des gens. C'est de la documentation, c'est de l'investigation en fait. Et d'ailleurs, ça s'appelle comme ça s'appelle de l'investigation. Même le monde des droits humains appelle ça pareil, l'investigation. Sauf que la différence entre l'investigation journalistique et celle des organisations des droits humains, c'est que l'investigation journalistique est assez vaste, son scope est vaste, elle peut s'intéresser à beaucoup de problématiques qui vont intéresser l'électorat, y compris les droits humains, mais aussi la corruption, ici des considérations politiques, enfin le champ n'est pas limité. Dans notre cas, on se focalise exclusivement sur l'aspect droits humains et sur l'aspect légal de la question. Par exemple, on a sorti un rapport dernièrement sur Omar Radi. J'aurais aimé en dire beaucoup plus que ce que j'en ai dit, ou que ce que Human Rights Watch en a dit, ce que mes collègues en ont dit, parce qu'il y a aussi nos documents ont la particularité d'être lus et rédigés par toute une chaîne de personnes. Si j'écris une fois, il y en a un autre qui va l'écrire une deuxième fois, puis une troisième, une quatrième. C'est un travail vraiment collectif. Et au final, c'est de la vérification très pointue. Je ne vais pas parler trop longtemps. Au final, les rapports que nous publions sont des énumérations de faits, uniquement des faits. De la première à la dernière ligne, ce sont des faits. Autrement dit, si un gouvernement veut les démentir, d'abord on lui donne la chance de les démentir avant qu'ils sortent, en disant ah on met les faits. Si on a un qui est faux, prouve-nous qu'il est faux. Et même après qu'on ait publié, si on a publié quelque chose qui est faux, envoyez-nous un démentir, on se fera un plaisir de le publier. Bien sûr. Si vous mettez à insulter l'organisation de manière générale et à dire qu'on a un agenda pour ceci ou pour cela, on ne va pas prendre ça au sérieux parce que vous ne répondez pas aux faits qu'on donne. Donc voilà, le Maroc réagit comme ça, probablement parce qu'il n'a rien à répondre aux faits. Et d'ailleurs, mais si probablement, certainement parce qu'il n'a rien à répondre aux faits. Parce que croyez-moi, si on faisait des erreurs, et on fait tout ce qu'on peut pour les éviter, y compris en multipliant les révisions, les différents auteurs, le service légal le relit, le service, chaque rapport d'évaluation c'est relu par 5 services différents avant d'arriver. Donc c'est parce qu'on multiplie toutes ces précautions qu'on réduit vraiment au maximum le chance d'avoir des erreurs. Et croyez-moi, si le gouvernement trouvait une erreur, plutôt que de dire ah, Human Rights Watch ont un agenda pro ceci ou pro cela, ils diraient ah, il y a l'erreur. Ah là, la preuve qu'ils ne sont pas sérieux. Mais ils n'arrivent pas à faire ça. Parce qu'on sait ce qu'on fait. Donc voilà pourquoi ils nous accusent. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire, malheureusement. D'accord, merci. On passe à Témoin Jib. Vous êtes victime, bien sûr, d'une campagne de diffamation pendant 5 ans et vous êtes poursuivi. Maintenant, il y a une enquête contre votre famille, mais je profite d'abord de votre et je fais appel à votre carrière d'historien. Est-ce qu'il y a, on parle de Hassan II, il y avait une méthode, c'est-à-dire directe, frontale et brutale, etc. Aujourd'hui, on parle des affaires de mœurs. Est-ce qu'il y a une différence entre Hassan II et Mohamed VI par rapport à cela? Et aussi, une deuxième question, sous-question, est-ce que vous avez tenté c'est-à-dire porter plainte contre certains sites de diffamation au Maroc ou ailleurs? On n'entend rien. ما كنسمعوا والو سي معطي راك مديزاكتيفي الميكرو. فوالا تسمعوني الان؟ وي تسمعوني؟
Donc, je vais essayer de répondre rapidement. En fait, on dit maintenant beaucoup que le temps de Hassan II, les accusations étaient toujours politiques et la répression était claire, c'était politique. Et que maintenant, les accusations sont de droit commun. Les accusations sont de droit commun, mais en fait, selon l'approche d'un grand historien français, d'ailleurs, qui est mort déjà juste depuis 2 jours, qui est Maurice Goldrin, qui est un grand spécialiste de l'Irlande et de l'Europe, et qui s'intéressait dans sa carrière à la diffamation. Oui. Lui, il considère que la diffamation et les accusations de droit commun, ce sont un progrès. Parce qu'au lieu de l'assassinat, au lieu d'arrêter quelqu'un pour 20 ans sous des accusations politiques, eh bien, on l'insulte. On l'insulte. Pourquoi? C'est une lutte politique. C'est pour éradiquer l'alternative. C'est-à-dire que dans tout pouvoir autoritaire, il y a des gens qui gouvernent et il y a des gens qui s'opposent. Eh bien, généralement, les régimes autoritaires sont inefficients sur le plan économique et social. Ils sont aussi corrompus, donc ils perdent leur popularité. Et il y a des gens qui percent, qui peuvent être des politiques, qui peuvent être des droits humanistes, qui peuvent être des journalistes, des gens qui portent la parole publique, qui défendent la population, qui défendent des valeurs. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils leur font? Au lieu de les assassiner physiquement, comme Hassan II l'a fait pour Ben Bakka, ils les assassinent moralement parce qu'il, selon cet historien, c'est quelque chose, c'est une évolution quand même, parce que quand on assassine quelqu'un moralement, disons, le crime est moins grave que l'assassiner physiquement, mais disons que le résultat politique pour le régime est tout béni, et c'est du pain béni. C'est-à-dire qu'en l'assassinant moralement, on l'assassine aussi un peu politiquement, alors que quand on assassine physiquement quelqu'un, ça reste, il devient un martyr, il devient plus dangereux mort que vivant. Donc, mais cela ne veut nullement dire qu'il n'y a pas eu la diffamation, qu'il n'y a pas eu les accusations de droit commun contre les opposants. Par exemple, Ben Bakka lui-même, quand on a tenté de l'assassiner le 16 novembre 1962, c'était 3 semaines avant le référendum constitutionnel, parce que c'était Ben Bakka comme personne qui avait vraiment organisé donc une grande campagne anti-référendaire et qui appelait les gens à boycotter le référendum. Donc, on l'avait accusé à l'époque, alors qu'il était blessé gravement à la nuque. La presse de Guidira, donc l'ami de Hassan II, l'accusait d'avoir pris 2 millions pour se soigner à Cologne. En plus, on l'appelait, imaginez, alors qu'il était en danger de mort, on l'appelait le poltron de Cologne, c'est-à-dire le poltron de la région où il était en train d'être soigné en Allemagne. Donc, si vous voulez, la diffamation, les accusations de droit commun, ce n'est pas né d'aujourd'hui, mais maintenant, ça devient massif. Et il y a même maintenant un organe médiatique qui est Chouf TV, qui en fait représente d'une certaine façon le fonctionnement du régime répressif marocain. Il y a maintenant une coordination très forte entre la justice au plus haut niveau, entre la police politique et les médias, et une structure médiatique. Et maintenant, ils organisent ça entre eux. Tout d'abord, ils essayent de gérer par la douce. Hein, ils essayent. Par exemple, moi, personnellement, la poursuite qui est engagée contre moi, disons, l'ouverture de l'enquête qui est engagée contre moi donc, depuis 3 semaines, j'ai été menacé de cela officiellement par la police. Je vous dis officiellement, entre guillemets, le 6 janvier 2020. On m'a dit, si vous continuez dans cette ligne, et c'était Masdar Amni, une source sécuritaire qui a contacté donc Express et qui a été citée entre guillemets. Il me disait, si vous n'arrêtez pas, parce que je venais d'écrire un article démasquant l'action de la police politique contre Hajar Rissouni et Omar Radi. Et j'avais dit notamment que c'était vraiment un échec sur le plan médiatique, un échec de la police politique,
Cet article que j'ai publié à l'étranger, je l'avais intitulé c'est-à-dire que la police politique marocaine se mêle les pinceaux concernant la répression, etc. Ils ont échoué dans le cas de Hajar et un mois et demi plus tard, ils échouent dans la première affaire Omar Radif, puisque tous les deux, le régime était obligé de les imaginer, comme ils ont fait pour Afaf Bernani, avec Shabab al-Malaki, les filles ont des indicateurs de la police qui viennent, qui manifestent contre la jeune, qui la traitent de prostituée, qui disent vive le Firqa al-Wataniya, la meilleure police politique du monde, la meilleure police du monde, etc., etc. En incitant la dame, moi, officiellement, on me dit si vous vous arrêtez pas, on va confisquer vos biens et on va vous poursuivre pour blanchiment d'argent. Imaginez. Et 9 mois plus tard, il passe à l'exécution. Parce que ça a été le 6 janvier et le 7 octobre, une enquête a été ouverte. Et moi, j'avais répondu, j'avais dit, confisquez mes biens, ce sera un cadeau, un présent pour la liberté au Maroc. Faites-le, faites ce que vous voulez, montrez tout ce que vous avez, je n'ai rien à me reprocher. Et voilà, je l'ai fait et ils l'ont fait, ils me poursuivent maintenant. Eh bien, vraiment, la police politique dit ils négociaient clairement, publiquement avec les opposants en leur disant si vous n'arrêtez pas, on va refaire ça. Et vous savez, j'ai 3 amis qui ont reçu des photos sexuelles en février et on leur a dit si vous vous arrêtez pas, on va les publier et on va. Les photos. C'est officiel. Ouais. Par rapport à la police politique, avant de passer bien sûr à monsieur Tandil. Parce que Bouker a dit que c'est la monarchie qui est le centre de pouvoir, c'est vrai, mais sur le plan quotidien du management des médias et de l'élite politique et du Parlement, maintenant la police politique a beaucoup plus de pouvoir que Mohamed VI. Il tient aussi des journaux. Il tient aussi des journaux. Monsieur Boubacar Jamiaoun assiste aujourd'hui, depuis des années bien sûr, à la multiplication d'immédiats qui se nourrissent de la vie privée, de personnalités critiques de pouvoir, c'est-à-dire les personnalités critiques au pouvoir. Certains l'appelant des médias de régime, proches de régime, médias de défamation, médias des services secrets. Vous avez été vous-même, même vous tous et toutes, la cible de ces médias. Pouvez-vous faire une comparaison à l'ère de Hassan? Est-ce qu'il y avait ces médias-là et qu'ils risquent? C'est ça la question importante. Quel risque représentent ces médias pour la démocratie, même pour l'État même? Je disais, il faudrait qu'on fasse attention quand on parle de la période de Hassan II, puisque la période dont je parle moi est une période qui est quand même assez exceptionnelle, mais qui ne concerne que véritablement les dernières années de Hassan II. Je suis bien payé pour le savoir. Il se trouve que mon père, en 73, a été enlevé et torturé pendant 6 mois au commissariat central de Rabat. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma famille. Donc, je suis l'un des derniers à dire sur Hassan II, c'était la joie et le bonheur. Ma famille, on a directement souffert. Non, je parle vraiment quand je parle des dernières années de Hassan II. Et il y avait un climat qui était différent. C'est-à-dire que des gens comme moi, je n'ai jamais été militant politique de ma vie. Je n'ai même pas été militant syndical. Donc, lorsque je décide d'investir, parce qu'avant j'étais dans la banque, j'étais banquier, d'investir de l'argent que j'avais réussi à gagner en étant banquier, de l'investir dans une entreprise de presse, c'était pour faire de la presse honnête, mais c'était aussi pour gagner de l'argent. Je ne l'ai pas fait pour monter une association pour les droits de l'homme. Et donc si quelqu'un comme moi à l'époque l'a fait, c'est qu'il y avait en fait, c'est que si quelqu'un qui n'était pas par définition militant se dit je vais investir dans ce domaine qui est en général risqué, dans un environnement politique qui est instable, c'est qu'il y avait une atmosphère particulière qui faisait que les langues se déliaient plus, qu'il y avait plus d'ouverture. Je ne vais pas parler de démocratie, le Maroc n'a jamais été démocratique, mais il y avait un processus d'ouverture politique qui laissait présager des lendemains meilleurs.
Et que là où nous, on a eu une attitude un peu particulière, c'est que on s'est dit, ben, c'est maintenant qu'il faut oser, c'est maintenant qu'il faut y aller, qu'on a pris les risques qu'on a pris. Mais on les a pris parce qu'on pensait que le système allait évoluer en mieux. On ne les a pas pris en nous disant, on va se retrouver devant un mur, comme ça a été le cas par la suite. Ce qui s'est passé, alors vous parlez de on parle de Chouf TV, etc. C'est-à-dire que très rapidement, écoutez, moi, je veux voir le bon côté des choses, entre guillemets. Moi, quand on parle de la jeunesse royale, les gens, les tkabsou à l'Oustad AFF, moi, ça me fait sourire parce que s'ils ont besoin de créer une organisation de Shabab al-Maliki, moi, je pensais que tous les Marocains étaient Maliki, donc que tout le Shabab marocain était Maliki. Ça veut dire que les restes, ils sont quoi? Ceux qui ne sont pas dans le Shabab Maliki, ils sont quoi? Donc, pour moi, c'est un bon point. Chouf TV, pour moi, est à double tranchant parce que Chouf TV, ce qu'ils font, effectivement, c'est un organe de diffamation massive. C'est ça ce que fait Chouf. Mais en même temps, Chouf TV nous dit quelque chose sur la nature du pouvoir, quelque chose qui est entre guillemets positif pour les démocrates, qui est qu'au fond, ils ont besoin de l'assentiment populaire quand même. Parce que quand ils éprouvent le besoin parce que Chouf TV, ce qu'il faut savoir, elle est, en termes d'audience, Chouf TV est un succès massif. Mais pourquoi c'est un succès massif, Chouf TV? Parce que Chouf TV, elle a toujours l'exclusivité que lui donne la police. C'est-à-dire quand il y a un meurtre quelque part, quand il a tout de suite, il les appelle, ils sont avec une caméra. Évidemment que tout le monde va voir ce qu'ils font. Donc c'est un avantage extraordinaire que Chouf TV a. Et ça nous dit qu'eux ont besoin d'avoir accès au peuple. Et ça, ce qui est important pour nous à retenir de cela, c'est qu'ils ont peur de ce peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple a déjà démontré, avec le 20 février et avec le mouvement du RIF, qu'il a une capacité de mobilisation, qu'il y a des élites, de nouvelles élites qui sont apparues, qui sont capables de mobiliser, je ne vais pas dire des millions et des millions de Marocains, mais le peu, entre guillemets, qu'ils arrivent à mobiliser, arrivent à avoir un véritable impact. Une élite populaire qui, je mets Zéfi dans le lot, qui arrive et je mets aussi d'ailleurs, Omar, pour moi, c'est aussi quelque part un des leaders symboliques du 20 février. C'est des gens qui sont arrivés à articuler un discours politique qui leur fait très peur. Et donc, ils ont besoin de casser ces voies-là auprès du peuple. Les médias, donc Chouf TV, de ce point de vue-là, est quelque part une innovation. Mais avant, nous, ce qu'on a vécu dans notre temps au début des années 2000, et tout à l'heure, j'ai oublié de parler de celui qui a peut-être dans sa chair souffert le plus au début des années 2000, qui est Ali El-Marab. Ali El-Marab a fait, il faudrait quand même le rappeler, Ali El-Marab a été condamné à 3 années de prison, il a fait une grève de la faim de 40 jours qui a failli le tuer et dont il subit les conséquences aujourd'hui. Donc ça, et ça s'est passé en 2003, ça c'est pas 2004, je crois, 2003-2004. Donc on parle du temps où la presse internationale et la presse française parlaient de, enfin pas toute la presse, mais une partie d'entre elles, les élites occidentales parlaient de ce nouveau Maroc, etc. Ce qu'ils ont fait pour contrecarrer les institutions dont le journal Es-Sahifa faisait partie, donc cette vague qui est arrivée, c'est qu'ils ont créé ce que moi j'appelle les médias zombies. Un média zombie. Un média zombie, ce sont des médias qui n'ont pas d'audience. C'est là où Chouf TV est une nouveauté. Mais on a eu une palanquée de quotidiens, d'hebdomadaires, etc., qu'ils faisaient vivre artificiellement. Quand je dis zombies, c'est-à-dire qu'ils sont sans vie, mais ils sont maintenus et ils bougent. Pourquoi ils bougent? Les journaux d'Ahmed Sharaï, c'était la même chose, parce qu'on leur donnait de la publicité. Et leur but, c'était justement de casser le modèle économique de la presse indépendante que cette nouvelle vague représentait. Parce que lorsque vous mettez dans le système beaucoup de médias zombies, ils prennent l'oxygène du système. Non seulement ils prennent la pub, l'autre chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont fait exploser, les gens ne parlent pas de ça, mais ils ont fait exploser les salaires des journalistes, surtout francophones, ce qui obligeait la presse, entre guillemets, démocratique à faire de son mieux pour concourir, elle aussi. Et donc, il fallait augmenter les salaires, ce qui rendait la profitabilité impossible et donc la survie impossible. Et donc, ça remplit le terrain. C'est-à-dire que le deuxième peut passer le directeur de publication d'un journal qui a 2 lecteurs comme étant un directeur de publication qui parle de sujet tel, de sujet X, etc. Et il ne vous parle pas à vous qui avez plus d'audience, qui avez plus d'impact, etc. Et donc, encore une fois, moi, ce que ça me dit, c'est qu'ils savent, c'est que la chance que nous avons, c'est que nous sommes face à un régime qui, quand même, a toujours besoin de maintenir un semblant de bonne réputation auprès de certaines élites au Maroc, auprès, à mon avis, aussi du peuple marocain, mais aussi auprès de l'étranger. Et c'est là où des gens comme nous ont un petit espace, un petit oxygène. Parce que, heureusement, on n'est pas la Corée du Nord, on n'est pas un pays rentier.
un État rentier où l'État a du pétrole et que finalement il se fout totalement de ce que peut penser le reste du monde puisqu'il a les moyens de sa survie économique. C'est un État qui n'a pas les moyens de sa survie économique, qui a besoin de la société, qui a besoin du monde extérieur pour survivre économiquement. Et c'est ce qui crée pour nous l'espace pour exister. Et encore une fois, et pour conclure par rapport à votre question, la nouveauté pour moi, d'ailleurs, Chouf TV est un objet d'analyse très intéressant parce que, encore une fois, il me dit qu'il est important pour eux de communiquer avec le peuple et ça dit aussi le fait qu'ils ont peur pour le peuple et peut-être qu'on va en reparler plus tard. Je voudrais tous parce que je voudrais quand même qu'il y ait une petite note d'optimisme. Moi, je considère que ce qui est en train de se passer de la part du régime est une réaction. Et lorsqu'on dit que c'est une réaction, il faut qu'on dise c'est quoi l'action. Ils réagissent à quoi? Et à mon avis, ils réagissent à un sentiment d'inquiétude profond qui, à mon avis, existe au sein du régime et qui doit exister. S'ils n'ont pas ce sentiment d'inquiétude, ils s'en foutent. Ils doivent être inquiets en tant que régime autoritaire. Non seulement parce qu'il y a eu ces deux vagues qui ont été le 20 février, avec tous leurs problèmes et tous les critiques qu'on peut avoir, et le mouvement du RIF, mais aussi parce que sur le long terme, c'est un régime qui a failli d'un point de vue aussi économique. C'est-à-dire c'est un régime qui est constitutionnellement, j'allais dire en termes de substance d'ADN, incapable de résoudre la problématique économique du Maroc qui permet de maintenir la paix sociale et donc qui permet de maintenir l'assentiment politique. Ils en sont incapables. Pourquoi? Parce que c'est un régime prédateur, c'est un régime qui est géré, qui est tenu par des gens que la patte du gain a aveuglé et qui sont en train en fait de commettre un suicide institutionnel à petit feu. Et c'est à mon avis cette peur devant ce qui me semble être une inéluctabilité qui fait qu'ils commencent à réagir de façon aussi entre guillemets sauvage. Parce que lorsqu'ils font des choses aussi grossières, ce qu'a décrit le CDFF est absolument incroyable. Je veux dire, on a beau être habitué à un État qui n'est pas un État de droit, etc., etc. Pour moi, ce type de comportement me démontre qu'ils sont à bout. Parce que s'ils peuvent s'en sortir, s'ils peuvent nous faire taire en utilisant des moyens beaucoup plus acceptables, ils l'auraient fait. Ce que ça me dit, moi, le fait qu'ils recourent à ce type de processus, ça veut dire qu'en fait, ils ne sont plus capables d'être crédibles en recourant à des modes de répression qui sont plus acceptables pour les Marocains, pour l'étranger, etc., etc. داكور ميرسي نحطوا هذا الشيء في الكونتكست وندوزو عند سي قنديل. دابا سي قنديل شفتي حكايات ديال صحفيين مرموقين خرجوا من المغرب بفعل فاعل او بفعل محاكمات يعني لجرائده. السي بن شمسي تحول الى مسؤول للتواصل في هيومن رايتس ووتش أستاذ خالد جامعي الذي كان يعني مدير جريدة الجورنال إبدومادير كلهم خرجوا. هاجر ريسوني خرجت، هشام منصوري خرج. اليوم نتحدث عن قضايا صحفيين. هل الصحفيين في المغرب مجبرين على الخروج أو السجن عندما يمارسون يعني حقهم في الوصول إلى المعلومة وعندما يمارسون عملهم الصحفي؟ وكذلك قبل أن تجيبني على هذا السؤال، هل هناك من مستجدات اليوم حول قضية عمر رضي وسليمان ريسوني؟ ثم نعود إلى سؤال أخير لكل المتدخلين. ما جاوبش على السؤال ديال لا ديفاماسيون، بروسي اون ديفاماسيون كونتر لي جورنو، ولكن من بعد واخا من بعد إلا قدرتي تجاوبنا عليه من بعد. وي من بعد إلا قدرتي تجاوبنا على هذه القضية سي ماضي. ما كنسمعوكش سي قنديل. قلت هناك العديد من الصحفيين المرموقين الذين خرجوا أو غادروا هذا البلد، وضفت عبارة خرجوا لأوظف مرادفها وأقول هناك العديد من الصحفيين المرموقين الذين دخلوا. هناك خروج وهناك دخول إلى السجن. إن لم ترغب في الخروج فالدخول إلى السجن. هناك من دخل إلى السجن وهناك من دخل إلى داخله. هناك مجموعة من الصحفيين الذين نرى أنهم غادروا الساحة الصحفية في صمت بطبيعة الحال لم نتحدث عنهم، لم تتحدث عنهم الصحافة. غادروا إلى أماكن في هذا البلد
ودخلوا سوق راسهم. هذا هو المشكل للأسف الشديد. وإضافة إلى الصحفيين هناك مجموعة من الأطر. نحن كنا على وشك أن يغادرنا أحد الدكاترة الذي تم توقيفه بسبب أنه لم يقم أو لم ينفذ تعليمات تم توجيهها إليه. وكنت قد زرته في إطار النشاط الحقوقي، فصرح لي بأنه يفكر بجدية في مغادرة هذا البلد، وكانت له عروض زعما مغرية ماديا واجتماعيا إلى آخره. فهذا أعتقد أنها قطرة من واد ممن غادرنا دون إثارة انتباهه. فبطبيعة الحال أنا قلت سابقا هناك جرح لم يندم البعد. نتمنى أن تجد هذه الملفات انفراجا. نعود إلى عمر وسليمان. عمر وسليمان كما قلت ما رجع الآن يؤكد على أنه وجودهم داخل السجن هو لا يمكن توصيفه من الناحية القانونية إلا بالاعتقال التعسفي. بطبيعة الحال نحن منطقيين مع ذواتنا ونقول للنيابة العامة أن تتابع من تشاء، لكن الظرف أو ظرف التجديد الذي هو ظرف الاعتقال الاحتياطي تكون له شروط أعتقد أن غير متوفرة في الملفين معا، في ملف عمر الراضي وسليمان الريسوني. الجديد في الملفين معا تعلمون على أن سليمان الريسوني هناك له جلسة في الأسبوع المقبل يوم 3/5 ولعلها تكون آخر جلسة. بعد نتمنى من السيد قاضي التحقيق أن يكون له قرارا ينسخ فيه سليمان الريسوني. فيما عمر الراضي فهناك المصرحين الذين حدد لهم السيد قاضي التحقيق جلستين يوم 5 نوفمبر للاستماع إليهما والاستماع إلى المصرح إلى المحضر والاستماع إلى عماد ستيتو بصفته متهما. عماد ستيتو بطبيعة الحال المشرع المغربي أعطى للنيابة العامة مكنة تعديل بعض المتابعات لبعض الأشخاص أو إضافة متابعين في قضايا معينة بطبيعة الحال، وهذه هي المكنة التي تم توظيفها في هذا الملف. في هذا الملف الذي نعتقد على أن حشر عماد ستيتو فيه كمتهم يفتقد إلى الأساس القانوني، على اعتبار أن عماد ستيتو تم الاستماع إليه أمام النيابة أمام الضبط القضائية، وصرح كمصرح على أنه حضر وعاين، والمحضر تم نشره قبل أن يحال على السيد وكيل العام من طرف بعض الجرائد التي تعلمون مصدرها ومعلوماتها. فتم الاستماع إلى عمر أمام سيد وكيل الملك أو الاستنطاق أمام سيد وكيل العام، وتمت متابعته. ترى ما الذي استجد في الملف حتى يتابع عماد ستيتو بالمشاركة في جناية. التصريحات ديال السيدة لحد الآن لا زالت هي التصريحات التي صرحت أمام الضبط القضائية. كل واحد له تصريحات، لا وجود لقرائن، لا وجود لإثباتات من شأنها أن تقوي المركز القانوني لأحد أطراف القضية. أتكلم عن الضحية وأتكلم عن المتهم. وبالتالي ما الذي دفع بأن يوضع أو دفع النيابة العامة بأن تضع عماد ستيتو في مركز قانوني يوصف بالمتهم؟ بطبيعة الحال لا يمكننا إلا أن نقول بأن عماد ستيتو باعتباره الشاهد الحاسم في القضية تمت متابعته بالمشاركة حتى يسقط مركزه القانوني كشاهد، باعتباره كان شاهدا حاسما في القضية. وللأسف الشديد احنا لا زلنا نتكلم على هذا الجرح الذي أصاب ويصيب الصحفيين في هذا البلد. أتكلم عن الصحفيين المستقلين، الصحفيين المرموقين ذوي الكفاءات العليا. أتمنى أن تجد هذه الملفات نوع من الانفراج كما الملفات الأخرى. وأتكلم هنا على ملف الدكتور منجب الذي يعاني الأمرين بسبب موقفه، بسبب مواقفه. فأتمنى لك دكتورنا الحبيب أن نفرح يوما ما بالانفراج في ملفك وفي ملفاتك وفي قضيتك
وقضية هذا الشعبي المغربي. شكرا سي قنديل. عفاف برناني، اليوم يعني قبل ايام هناك كوليكتيف خميسه، يعني منظمه نسائيه، اصدرت احد البيانات تقول بالبند العريض: لا نسمح للدولة بأن تستغل أجساد النساء في قضايا سياسية. وأظن أنك يعني من بين الموقعات على هذا البيان. هل يمكن أن تحكي لنا أكثر حول هذا الأمر؟ هل اليوم تعتقدون بأن استغلال قضايا النساء في قضايا سياسية يضعف يعني موقف المرأة، أو يضعف يعني موقف الذين فعلا استغلوا والذين يعني وجهوا في قضايا الاغتصاب حقيقة؟ اولا قبل خميسه غادي نطرق لواحد النقطه قالها الاستاذ قنديل، وهي عماد، الشاهد عماد. هذا الشيء سبق وداروه معايا. ملي كيكون الشاهد محرج الملف كيتم يعني كيتم عقابه بهذه الطريقه. نعم. وكيتم الزج به باش يرجع طرف في القضيه. تخيلوا معايا انني انا الفرقه الوطنيه قالت انني مطالبه بالحق المدني، ولكن ما بغاش تقول انني انا شاهده رغم انني طعنت بالزور، لكن نهار بغات تجيبني بالقوه العموميه جابتني وانا ديك الساعه باقا بصفه مطالبه بالحق المدني. ومني جابتني المحكمه حولتني للشاهده. هادشي اللي بغيت نقول لكم، ان مثلا تنصيب المحكمه او النيابه العامه كتنصبك على حساب هواها، فهمتي، وعلى حساب مثلا التوجه ديال الملف فقط. وبغيت نقول لكم ان عماد تحول المتابع في القضيه لانه شاهد محرج بالنسبه للملف، وهو يعني هو الشاهد الوحيد اللي غادي يدحض المؤامره ضد الصحفي عمر راتي. يعني كيف الوضع ديالك؟ كنتي شاهده تحولتي للمتهمه، اليوم عماد ستيتو كان شاهد تحول للمتهم، لانه شاهد محرج بالنسبه لهم، ولانه كيدحض المؤامره وكيدحض الكذوب وكيبين يعني ان الملف عنده طابع سياسي. فبالتالي هذه لا تعقل، هذه راه ما كايناش. يعني حتى واحد ما يشهد في هذا. استمع له الدرك الملكي كشاهد، وكيف ما قال الاستاذ قنديل مازال ما كاين حتى مستجد. والتصريح ديال الشابه ما فيهش ان عماد يعني تعرضت لشي عنف من طرف عماد. وكتجي النيابه العامه كتصلب او كتدير واحد الملتمس لقاضي التحقيق وكتقول له متابعه عماد بتهم بمشاركه في الاغتصاب وهكذا، وما كاين حتى شي حاجه جديده يعني باش يحولوه من شاهد المتهم، وما كيقدروا يديروا اي حاجه اللي كتخدم مصالحهم. وهذا الشيء غادي نهضر فيه على هذا الشيء ديال استغلال النساء، وعلى ان الدوله كتقوم وكتنوض هي والاذرع الاعلاميه ديالها والمؤسسات القضائيه، وكتقول لنا في ملف الصحفي توفيق بوعشرين اسيدي انا حداثيه وكندافع على حقوق النساء. من بعد منها كلشي تفاجأ، ماشي غير حنا طبعا اللي كنا في الملف. من بعد مع 6 شهور او سنه كتجي تتابع هاجر الريسوني بتهمه الاجهاض وكتولي مناهضه لحقوق النساء. ودابا حنا كنشوفوها كيفاش كتتابع سليمان بتهمه هتك عرض شاب، وهي اللي كتجرم نفس الميولات ديالو. اذا الدوله من هنا كنستنتج ما عندهاش عقيده معينه، هي كتدافع على مصالحها السياسيه فقط، ما كيهموش النساء. ولكن وفي نفس الملف اللي كانت كتدافع فيه مثلا عن النساء في ملف الصحفي توفيق بوعشرين، راه اكثر نساء تستغلوا وتستغل اجسادهم ويعني وخدموا بصورهم وباسمائهم امام المواقع وامام الكاميرات، هما المشتكيات والضحايا المفترضات. راه التصريحات ديال المحامون ديالهم ولا يعني داكشي اللي كان كيخرج في المواقع شوف تيفي برلمانكم عليهم، يعني كيتستغل سميتهم بواحد الطريقه يعني بشعه جدا. وما يجيش شي حد يقول لك الدوله كتدافع على النساء، ما يمكنش، ما كايناش هذه، ما كايناش الدوله كتدافع على النساء. دونك حركه خميسه هي كترفض استغلال
هي حركه يعني جديده بنفس جديد، قويه شرسه، ماشي بحال الحركات زعما اللي كاينين الان واللي يعني اخترقهم المخزن، وماشي غير اخترقهم يعني سيطر عليهم. والدليل انه حنا تعرضنا لبزاف د الحوايج، بزاف د المضايقات، وكنا كنقولوا واخا سيدي عندكم مثلا هذا السيد كتقولوا اغتصب واعمل حق اي حد يقدم شكايه ويشكي الى مثلا تعرض لاغتصاب من طرف بوشري او سليمان او مثلا عمر. ولكن علاش مني نتوما مثلا حنا كنا، حيت انا كنت انا وواحد جوج البنات وحدين اخرين انا ما غنذكرش الاسم ديالهم، هذوك جوج البنات هما هي نيه بالعافيه شدت وقالت لنا نتوما ضحايا. لكن تي تقول لها لا انا ماشي ضحيه، ما مشيتش ضد هذا الشخص، صافي كتولي انت خصم ديالو وغتشوهك وغادي زعما تحرض عليك وكل شيء. فبالتالي علاش كنقول انا هذه الحركه خمسي الحركه يعني عندها يعني واحد طابع واحد اخر ونفس جديد، لانها حركه جات ولخصات كلشي، يعني اختزلت هذا الشيء كامل اللي واقع وقالت الدوله خاصها تهز يدها على اجسام النساء. هذه معركه كرامه. النساء هما فاعلات في المجتمع، هما نصف المجتمع. ما يمكنش تجي وتقحم في واحد الزاويه ديال العهر وتقول لا المراه المغربيه فهي عايره صافي غادي نقدر نخدم بها وندير لها وين نسالي منها ونلوح. ما خصكش تهضر وما تقولش راه مثلا الدوله دارت ليا ولا الدوله ما يمكنش تهضري، ونهار تهضري يخرجوا لك هذوك الافاتارات ديالهم ودوك البيتبولات اللي كيكتبوا هذاك شحتان وهذاك اللي كيسمي راسو ابو وائل الريفي كيبدا يكتب. واخر حاجه خرجت هي اليوم راه تشوف واحد جوج مقالات يعني راه كامل هذاك الشيء. فين خليه اليقظه رفضت غير التدوينه ديال الشاب المثلي، ولا كيكونوا ناعسين دابا زعما ملي كنتم تشهر بناس يعني كيعتبروهم هما الخصوم، حنا ما كنعتبروهمش خصومنا، هما اللي كيعتبرونا خصوم. فبالتالي انا كنظن ان الحركه خميسه غادي تنجح في الدفاع عن حقوق النساء، وهي فعلا كتدافع عن حقوق النساء مادام ما بغاتش الاجسام ديالهم يستغلوا سياسيا. وعندها بزاف المطالب ان ومطالبها موجهه اللي خلاها مختلفه، ان مطالبها موجهه نيشان الدوله المغربيه، فهمتي؟ لان هذا الشيء كتحمل مسؤوليه الدوله المغربيه. مني مثلا كيتم التشهير مثلا انا مثلا مواطنه مغربيه بطاقه وطنيه مغربيه، ملي كيتم التشهير بيا انا كنسائل النيابه العامه فين هي خليه اليقظه ديالك اللي الناس كتكتب تدوينات باسمائهم مجبده فلان ولد فلان هاك الاسم واللقب، كتكتب تدوينات على هاجر ريسوني، على عفاف برلينيه، انا على عديد من النساء، على عديد من الحقوقيين، على الاستاذ المعطي المنجيب، على يعني داك الشيء ما كايناش متابعه هذا الشيء. لا ما بالك. نعم. وما كتكونش متابعه وما كتكونش لا ما كاينش باغي ندوز المعطي ونجيب على هذا النيابه العامه. وهذا الشيء راه بان وهذو اللي قلت لك زعما بالاسامي مثلا في قضيه الصحفي سليمان الريسوني جا واحد الشخص اللي عنده اسم ثاني، هذاك الاسم ديالو هو الكارثي والانكى ان النيابه الضابطه القضائيه استدعته الاسم ديالو الى اخره بهويته الحقيقيه. غير باش نمشي معك في هذا الريزولمون. معطي منجيب سولتك قبيله على الصعوبات في متابعه هاد الناس اللي مثلا شوف التي في، او هل قمتم بمحاوله متابعه الجرائد، وهل تم فتح تحقيق في هذه المقالات اللي كتخوض في حياتكم الخاصه؟ اولا في المغرب يعني مستحيل، خصوصا هذيك حيت كاين شي جرائد اللي كيحاولوا ما امكن حتى يعودوا خدامين مع البوليس باش يدبروا على الفلوس الى اخره، ولكن هذيك المواقع اللي اما مؤسسها البوليس او سيطر عليها البوليس بحال مثلا نشوف تي في برلمانكم كواليس تيلي اكسبريس لا غولاف، راه كاين عشرات، هادو امبوسيبل. وكاين عده قضايا اللي الناس مشاو شكاو امبوسيبل يعني تحق معهم الحل امبوسيبل. راه مثلا كانت شكوى ضد برلمانكم من طرف ناصر الزفافي، من طرف الاستاذ يعني ممثليه يعني دفاعه السي المغيدي، وفي الاخر قالوا ليه راه عنده الحق، عندهم الحق ينشروا هذاك التصاور
باش يبينوا بانه لم يتعرض للتعذيب. تخيلوا. معطي اسمح لي نقاطعك على هذه القضيه هذه. علي امزله كان دعا تير اكسبريس ملي كنت معاه في لاكوم، والنيابه العامه قالت ما لقيناش العنوان ديال الصحفي، ما لقاوش العنوان ديال هذاك اللي اسمح لي ما لقاوش العنوان. يعني انا ملي قدمت شكايه اذا كانت دوفون لو غران تريبيونال دو غراند انستانس دو باريس. تخيلوا صيفطوا فقدنا السي المعطي، دونك الخلاصه هو انه يصعب اليوم متابعه جرائد متخصصه في الحياه الخاصه في المغرب. ان ديرنيير كيستيون كل واحد. معطي فقدناك. على أي une question finale pour vous. Est-ce que vous pouvez nous donner chacun une solution pratique pour une renaissance des médias libres au Maroc? Je ne parle pas sur le plan bien sûr étatique, juridique, etc., mais sur le plan médiatique et civil. Que pouvons-nous faire pour contourner la censure et parfois la répression, ou bien nous sommes tous condamnés à cette situation à vie. نبدا بسي بن شمسي ومن بعد ندوز. Il n'y a pas de. Je sais pas pas de comment répondre à cette question. Il n'y a pas de baguette magique. Si la presse aujourd'hui est dans la situation dans laquelle elle est, c'est parce que les forces en présence sont clairement en sa défaveur. Tout le terrain est complètement occupé par ces supports qui roulent pour les autorités, et pour la police et pour le sécurité des services hyper. On ne sait même plus qui est qui. La justice n'est plus indépendante, quand l'a-t-elle jamais été. Le pouvoir est dans un état d'esprit vis-à-vis de la presse où il ne tolère absolument plus aucune espèce de semblant de dissidence. À l'époque, il y avait un combat. Au début des années 2000, il y avait un combat. Il était inégal, on a fini par le perdre, mais au moins, il y avait une marge de manœuvre qui nous permettait de combattre, de rendre coup pour coup, de tomber, de nous relever. Tout ça, c'est terminé aujourd'hui. Donc, le champ est complètement occupé par l'adversaire de la liberté d'expression. Donc, qu'est-ce qui est une solution pratique? J'en ai pas. Malheureusement, je vais vous dire la solution pratique. Je vais revenir pour répondre à votre question, à ce que disait Afat tout à l'heure sur Khamissa. Ce qui est important à savoir par rapport à Khamissa, une chose importante à savoir, c'est que Khamissa est le successeur d'un premier collectif qui s'appelait Hunna Mustaqillat. Et ce collectif-là a été dissous très rapidement. En tout cas, c'est auto-dissous très rapidement parce qu'il a tout de suite été l'objet de pressions immédiates, y compris des articles de diffamation qui mettaient en péril la vie quotidienne de certains nombres de membres de ce collectif, leur travail, leurs relations sociales. Et donc, immédiatement, elles ont dû reculer, changer de fusil d'épaule. Et on constate maintenant que Khamissa, le collectif qui l'a remplacé, est fondé, si ce n'est exclusivement, du moins en grande partie, sur des femmes courageuses, sincères, qui ont pris le parti de retourner la rhétorique néo-féministe, entre guillemets, du gouvernement marocain contre lui, en disant la vérité. La caractéristique première du second collectif de Khamissa, c'est que la plupart de ces animatrices sont à l'étranger. Alors, finalement, voilà, c'est peut-être ça la solution. Alors, je n'encourage personne je n'encourage rien du tout. Je ne fais que constater que quand on vit au Maroc sous les règles auxquelles sont soumis les médias aujourd'hui et auxquelles est soumise la justice, auxquelles sont soumis la pression policière qui s'exerce de toutes les manières possibles, il n'y a plus d'oxygène en fait. Il n'y a plus d'oxygène, c'est plus possible de respirer. Et donc je comprends tout à fait que la plupart des journalistes qui continuent un travail de journaliste libre le font, ou de militants libres le font à partir de l'étranger, et que les courageux qui restent encore au Maroc sont sous la menace permanente de se retrouver là où Omar en ce moment, ou là où sont d'autres en ce moment. J'ai une question privée
pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez, par exemple, si vous pensez à revenir au Maroc, c'est-à-dire sous quelles conditions et quand vous pouvez, c'est-à-dire décider de retourner au Maroc aujourd'hui? Vous voulez dire pour créer un média? Pour créer un média, pour travailler, parce que là, vous avez, c'est-à-dire quitté le journalisme aujourd'hui. Si, par exemple, vous pensez à créer un média, dans quelles conditions? Je ne pense pas à créer de médias parce que les conditions ne sont pas réunies. Je suis désolé. J'adorerais avoir une réponse à votre question. J'adorerais pouvoir dire ah, il faudrait que ça change. Il y a tellement de choses qui devraient changer que je suis un rêveur. Ma rêverie ne va pas jusque-là. Malheureusement, le réalisme doit reprendre le dessus pour vous dire que les conditions. J'en ris, il n'y a pas de quoi rire, c'est tragique, mais les conditions aujourd'hui définitivement pas réunis pour qu'il y ait une presse indépendante encore possible au Maroc. Le dernier journal indépendant qui reste au أخبار اليوم وأنت كتشوف تحت العمل القصف المستمر من كل جهه من مدرتي المدير الريداكتور en chef الصحفي الثاني الاخر le feu auquel est soumis ce journal est impressionnant. C'est le dernier qui reste. Et c'est le dernier qui reste, et il essaye juste de critiquer. Je ne remets pas en question le courage de Ahmad Lioum, loin de là, mais le niveau d'édition qu'il aurait refusé aujourd'hui, si on le compare au niveau de séduction qu'on avait nous il y a 15 ans, il est bien bas, parce qu'on allait beaucoup plus loin. Mais même en allant là, vous avez le dernier petit champ du possible. Ouais, il faut qu'il soit réduit avec violence. Donc, non, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il faudrait? Un miracle, mais je ne crois pas au miracle. Oui, Monsieur Jamé. Même question. Oui. Moi, j'avais répondu à cette question dans une conférence il y a quelques mois, et ma réponse a été utilisée contre moi je ne me rappelle plus quel média pro-régime l'a utilisé contre moi en disant que j'étais je pense que c'est la nouvelle accusation contre moi. J'ai eu droit à beaucoup de choses. Oui. Et j'ai eu droit à sioniste, j'ai eu droit à Polisario, j'ai eu droit. Et là, j'ai droit à l'anarchiste qui veut le renversement du pays, etc. Parce que j'ai dit, je le pense vraiment, que pour qu'il y ait une presse… Alors, quand on dit qu'il y ait les conditions pour qu'il y ait une presse indépendante, je parle d'une presse indépendante institutionnalisée. La condition sine qua non, c'est qu'il y ait une révolution au sens de la science politique, c'est-à-dire qu'il y ait un changement de régime. À ce moment-là, peut-être qu'il y aura les conditions pour enfanter un modèle économique qui permette à un groupe de gens de se mettre ensemble, de faire un travail qui va rapporter assez de revenus pour pouvoir financer leur investigation. Une institution veut dire aussi une certaine continuité dans le temps, etc. Dans les conditions actuelles, c'est impossible. C'est impossible de mettre en place une institution. Maintenant, ce que je souhaiterais dire, bon, nous, il y a aussi un élément générationnel, parce qu'il y a aussi, je ne peux pas être honnête avec vous sans vous dire que je suis arrivé à l'extrémité de mes possibilités par rapport à mes obligations vis-à-vis de mes proches. J'ai une famille. Quand le journal, ça m'a pris 10 ans. Le journal a vécu plus de 10 ans, mais moi, c'est 10 ans de ma vie. Et c'est les 10 ans qui, généralement, dans la vie d'un homme, sont les plus productifs. C'est là où il faut savoir que, et je ne suis pas le seul dans ce cas, je le dis parce que je ne suis pas le seul, hein, il y en a d'autres, Ali et compagnie, et compagnie. Je suis sorti, non seulement à l'âge de 40 ans, je suis parti du Maroc, avec femme et enfants, sans un dirham en poche, avec des dettes. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que ce qu'on ne mesure pas, c'est la destitution des journalistes au Maroc. C'est qu'ils vous mettent dans une situation où vous devez mendier pour vivre. C'est pour ça que moi, jamais je n'attaquerai un confrère au Maroc, parce que je connais les conditions. Parce qu'ils vous mettent dans une situation de pauvreté abjecte. Vous ne pouvez pas vivre de ce que vous faites. Et ça, moi, je suis extrêmement chanceux, parce que dès que je suis sorti du Maroc, à chaque fois, j'ai eu des opportunités pour en vivre. Je n'ai jamais eu à mendier. J'ai toujours eu des possibilités pour enseigner, pour faire du consulting, pour être dans des fellowships dans des universités, etc. Donc, je suis extrêmement chanceux. Mais je suis dans une situation, à l'âge que j'ai dépassé le demi-siècle, où je ne peux pas, c'est une aventure que malheureusement, je ne peux pas conduire sans être totalement injuste
vis-à-vis de mon avenir à moi et vis-à-vis des avenirs des gens qui dépendent de moi. Des gens que si moi je ne génère pas les revenus qu'il faut, ils ne pourront pas s'en sortir. Et c'est des gens aujourd'hui qui ont priorité sur moi. Et donc ça, c'est un aspect que je voudrais que les gens gardent à l'esprit. Parce que nous sommes des êtres humains avec des familles, avec des obligations pour des gens qui nous sont proches, qui ont des droits sur nous. Et ces droits-là, c'est des droits directs. Si je ne fais pas mon travail en tant que journaliste indépendant, peut-être que je vais être injuste vis-à-vis de certaines personnes, mais celles qui dépendent de moi, qui sont dans ma famille, elles n'ont personne d'autre. Donc je suis obligé, malheureusement, de m'assurer un minimum de sécurité matérielle de la façon la plus honnête possible. Maintenant, ayant dit cela, ce que je voudrais ajouter, et je ne voudrais pas qu'on sorte de cet échange désespéré. Moi, ce que je vous dis, moi, je pense que ma génération, c'est une vague parmi les vagues. C'est comme dans une armée, que vous êtes dans une bataille. C'est bêtement une guerre, une bataille, d'accord? Et vous envoyez des vagues de soldats. حنا هاد لا vague مشات اللي تيراو فيه اللي طاح اللي هادي خاص une autre vague تجي بمعنى آخر. Il faut qu'il y ait des gens qui vont être super courageux, probablement plus courageux que ce qu'on a été nous avant, qui vont se mettre devant et ils vont apparaître. Parce qu'après nous, quand on est parti, on se disait, et pourtant il y a eu du Omar, il y a eu du Souleymane, il va toujours. Le peuple marocain, comme je ne cesse de le dire, comme tous les peuples du monde, comme tous les êtres humains du monde, produit de l'héroïsme quand sa dignité est touchée. Et il va continuer à en produire, et ces gens-là vont souffrir, ils vont continuer à aller en prison. Maintenant, comment on peut y arriver? On peut y arriver aussi, nous, dans nos positions, parce que je considère aujourd'hui que par rapport à la situation de mes confrères au Maroc, je suis privilégié. On se doit, nous, d'utiliser la position que nous avons aujourd'hui pour les soutenir. Et d'ailleurs, c'est ce que chacun de nous fait à sa façon. Quand vous analysez la trajectoire de ceux qui ont quitté le Maroc, vous allez vous rendre compte que d'une façon ou d'une autre, de façon beaucoup plus institutionnelle, Ahmed Belchimsi, il a Human Rights Watch, d'autres moins institutionnellement, mais par leur prise de position à chaque fois qu'il y a… On essaie de remplir ce rôle, à chaque fois qu'un de nos confrères est dans une situation difficile, d'utiliser le peu de confort que nous avons aujourd'hui pour pouvoir les aider. Et encore une fois, je répète ce que j'ai dit avant, on n'a pas parlé de choses très importantes par rapport à ce qui se passe actuellement et la dureté de l'action de répression vis-à-vis de Omar, Souleymane et El Mahdi. Vous savez, les gens qui font des relations publiques sont très coutumiers du concept de news cycle, le cycle des news. Il faut se rappeler ce qu'il y avait dans l'information, quel était le sujet montant qui commençait à prendre de l'ampleur et qui a été éteint avec l'arrestation de Omar. C'est l'affaire NSO. C'est que nous avons aujourd'hui des organismes internationaux qui ont démontré que des militants marocains ont été espionnés grâce à un logiciel israélien. Et donc, fatalement, on peut se demander qui est derrière. Il n'est pas compliqué de savoir qui est derrière. L'autre problème aujourd'hui qui était en train d'émerger, et à mon avis, c'est peut-être pas totalement détaché de ce qui se passe avec Mahdi, c'est l'histoire de la monarchie qui acquiert en plein Covid-19, en plein appauvrissement du pays, qui acquiert un palais au centre une bâtisse au centre de Paris qui est l'équivalent de 8 milliards de centimes, de 80 millions d'euros. Et donc, en termes, c'est des gens qui aujourd'hui, c'est vrai, sont beaucoup plus structurés pour justement gérer ces cycles de news et ces cycles d'information. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils eux aussi sont en train de parer les coups. Ils ont la tremblote du passage de Biden. Si Trump s'en va, Biden, évidemment, ils ont Edouard Gabriel qui est démocrate, qui va jouer en leur faveur, etc., qui est un lobbyiste qui est payé par eux, mais ça va leur poser problème parce qu'il y aura du Ilhan Omar qui aura une voix plus forte, il y aura du Rachida Taleb, il y aura du Ocasio-Cortez, etc. Donc, il va y avoir aujourd'hui aux États-Unis, si jamais Biden passe, des gens qui seront plus proches du pouvoir américain et qui seront beaucoup plus sensibles à l'appel des démocrates marocains. Et cela leur fait peur aussi beaucoup. Plus, à mon avis, le véritable problème de fond, c'est que c'est un régime qui a failli économiquement. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du TGV, c'est un crime contre le Maroc. Quand on voit ce que les Marocains ont souffert du fait du Covid, de la déshérence de notre système sanitaire, de la déshérence de notre système éducatif, les gens qui ont été derrière le TGV ont commis un crime contre le peuple marocain. Et ça, ils le savent. Ils nous ont gonflés avec leurs grandes infrastructures, etc. Ils n'ont pas été fichus de mettre en place l'essentiel pour les Marocains. Et aujourd'hui, des Marocains sont en train de mourir parce que nous n'avons pas discuté des projets pharaoniques,
d'investissements qui permettent d'avoir de la pub et de dire regardez comme le Maroc est géré de façon éclairée, etc., etc. Et donc, de ce point de vue-là, les gens qui vont prendre le courage à deux mains et qui vont continuer à se battre auront de la matière. Ils auront des armes. Voilà. Merci beaucoup سي جمعي. ننتقل إلى الأستاذ قنديل. هل هناك أمل في إطلاق سراح عمر الراضي وسليمان الريسوني بالنظر إلى ما قلتموه أن الملف فارغ ولا يعني يتطلب اعتقال تعسفي للصحفيين؟ سي صمد، أنا أعتقد على أنه هناك أمل إذا ما تم استجابة لما تم تسطيره بالدستور المغربي. فامتثالا لهذا الدستور أعتقد على أنه سيكون هناك سراح لكلا الصحفيين. أعتقد على أن إذا ما رجع المعنيون بالأمر في هذا البلد إلى ما تمت المصادقة عليه من مواثيق دولية بهذا الشأن، فإنه سيكون بالطبع رفع حالة الاعتقال الاحتياطي على كل من عمر الريسوني وسليمان الريسوني وعمر الراضي. أعتقد على أنه إذا ما تم التنفيذ الطبيعي والعادي للتشريع المغربي وأخص بالذكر قانون المسطرة الجنائية، فإنه سيكون لا محالة رفع حالة الاعتقال عن الصحفيين. ما دون ذلك فلا أعتقد أن هناك بوادر لرفع هذا الاعتقال، وأتمنى أن لا نسير في هذا المنحى. أتمنى من أعماق قلبي على أنه يتم رفع حالة الاعتقال على الصحفيين ومتابعتهما في حالة سراح، ونحن لسنا ضد المتابعة. فكما قال والد عمر الراضي فأنا لست كما قال كلامه، فأنا لست ضد أن يتابع ابني، ولكن أنا مع المحاكمة العادلة، ونحن كدفاع نقولها بصوت عالي أننا مع المحاكمة العادلة في حالة السراح، باعتبار أن دواعي الاعتقال الاحتياطي لا وجود لها بصفة مطلقة في هذه الملف. أنا ما تنقولش بأن الملفين خاويين أو فارغين، ولكن سنقول الوضعية القانونية لكلا الملفين تستدعي أن ترفع حالة اعتقال احتياطي على كل من عمر الراضي وسليمان الريسوني. ونحن مع المتابعة وسندافع وسنحضر وسنثير كل ما من شأنه أن يرفع هذه التهم على كل من عمر الراضي وسليمان الريسوني، ونتمنى وضعية عمر اليوم وسليمان في السجن، هل هناك زيارات؟ هل يتلقون يعني أدويته بانتظام؟ هل مدة الفسحة إلى آخره؟ أنا أزورهم تقريبا مرة في كل أسبوع، قد تصل إلى مرتين في الأسابيع التي تكون فيها يكون فيها أحد الصحفيين له جلسة مدرجة. بطبيعة الحال تعلمون على أنهما كل واحد منهما فهو في معتقل انفرادي، لا حق له في أن يتصل أو يتواصل مع الغير. بطبيعة الحال عشنا في بعض اللحظات بعض المشاكل مع سليمان فيما يتعلق بعدم تمكين بعض الأدوية، ولكن هذا الأمر عرج من طرف إدارة السجون. فالسجن يبقى سجن سي صمد، فالصحفيين في سجن بغض النظر هل هم يتوفرون عن الأمور الضرورية أم لا، فهما في سجن احتياطيا. وعمر الراضي يستفيد من فسحة تصل إلى ساعة في اليوم، سليمان الريسوني يستفيد من فسحة تصل إلى 15 دقيقة. بالنسبة للزيارات، نظرا للظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم الآن ظرف كوفيد 19، فتم توقيف هذه الزيارات، وأنا أعتبر أن هذا أمر كان مبررا من طرف العائلات. هناك أعتقد على أنه ستبدأ بعد فترة عطلة العيد مناسبة المولد النبوي، فربما ستستأنف الزيارات. بالنسبة لنا نحن كدفاع فنحن نزورهم دائما، سواء أنا أو أحد الزملاء الذين معي في هيئة الدفاع عن كل من عمر الراضي وسليمان الريسوني. شكرا. باش نسأل لنا بقات لنا 5 دقائق
في الندوه. نعطي كلمه اخيره لعفاف ومعطي منجب كلمه اخيره بخصوص الاعتقالات الاخيره، بخصوص ما يجري في المغرب في حدود، في الحقيقه ما عنديش وقت بزاف، في حدود دقيقه ونصف لكل واحد منكم. عفاف. بالنسبة للاعتقالات الأخيرة اللي طالت الصحفيين بحال مثلا ابتداء من بوعشرين حتى لعمر بتهم جنسية، أنا كنشوف أن الدولة شافت أن والسلطات المغربية شافت أن هاد التهم خصوصا الجنسية والأخلاقية هي الأنسب، فهمتي؟ يعني ما كتصدعش راسها أنسب. أولا بالنسبة لطبيعة المجتمع المغربي حيث ما كيقبلش هذه الممارسات والى اخره. ثانيا باش تهيج ضدهم الحركات النسويه الداخليه التابعه لها والخارجيه. ثالثا باش كتجرد هذاك المتهم الضحيه الاصلي اللي كنعتبروه حنا ضحيه اصليه ديال الدوله وهو المتهم بالنسبه له، كتجردو من التضامن الدولي كامل، فهمتي؟ وكتقدموا على انه مغتصب، وباش تعدموا اعلاميا وتصيفطوا يعني يتحاكم بعد اعلاميا وتشهر به وعن طريق أذرعها الإعلامية، وهذا كيتحاكم ديك الساعة كتبقى المحاكمة ديالو سهلة. ولكن هاد التكرار ديال تكرار هاد الممارسات ما بقى حتى شي حد يعني ما بقى حتى شي حد كيثيق مثلا في تلفيق التهم. يعني في الاول مثلا فاش كان الملك ديال توفيق باشا وتفجر الملك يعني كلشي بقى ساكت وكيقول جاه غريب هذاك الشيء، يعني فهمتيني؟ تهم جنسيه لواحد الصحفي لتجار البشر، يعني هذاك الكم الهائل ديال التهم والنساء والى اخره. لكن مع تكرار هاد حيت المره الاولى نطيقكم، الثانيه الثالثه يمكن صافي يعني كتستهلك هاد التهمات تستهلكات، ولكن هي ما بغاش تفاك معاهم، قالت لهم غنبقى انا كيف ما كتبت في المقال الاخير ديالي. الدوله كتقول لك انت ماشي مطالب بس تطيقني وما تطيقنيش، انت غير خاف مني ما تطيقنيش، وباش كتخلعك بالتشهير وتجبد لك حياتك الشخصيه. وهادشي كيدل على انهم كيتجسسوا على الناس وهادي ويبقاو يسبوا، خصوصا البنات كيسبوهم بالهضره الخايبه وهادي زعما باش زعما لان هادشي كيكون محرج بالنسبه للنساء. والرجال راه كيلصقوا لهم زعما كيوصفوهم بالمغتصبون والشواذ والى اخره. شكرا. وهذا الشيء اللي زاد اكدوا يعني ان الدوله ما غتفاكش معك الا اللي غتلصق لك غير التهم الاخلاقيه وما تعطيك صفه مثلا صفه مثلا معتقل سياسي او معتقل راي. هو الملك ديال هذاك الصحفي عمر راضي راه لا يعقل انك انت كفرقه وطنيه اعلى جهاز في البلاد تتصل بواحد السيد 20 مره تحقي معاه لمده 100 ساعه، وهذا الشيء ما قدرتيش تقدميه لمده 100 ساعه وانت كتحقق معاه، ما قدرتيش تقدميه امام الوكيل العام بهذه التهم وزدتي ليه الاغتصاب. جبتي واحد البنت وقلتي ليه مؤامره، وممكن هذيك البنت المهم تقدر تهاجمني، ولكن انا كنلتمس لها الاعذار لانهم كيضغطوا على الناس والبنات فعلا ضحايا، راه ضحايا ديال الدوله، فهمتي؟ ضحايا فعلا، هما ماشي شي ضحايا، حنا كلنا ضحايا ديال هذا النظام الفاسد، فساد اخلاقي يعني ولا ظاهر باين، يعني ما كاينش شي حاجه كتخبى. واضح. شدنا تعتقل واحد الصحفي مثلا مده 5 شهور زياده دابا وما عندك عليه حتى شي دليل، حتى شي دليل يعني دليل صغير ما عندك عليه حتى شي دليل. تعتقلوا مجرد ادعاء واحد الشخص انه تم اغتصابه من طرف واحد الشخص اللي هو ما ذكرش اسم سليمان في 2018 ياك. وحنا من حق اي شخص كيف ما كانت ميولاته، كيف ما كانت معتقداته، كيف ما كانت انتماءاته انه يتوجه للقضاء الى تصدر من واحد شخص معين، كيف ما كان صحفي ماشي ما يغتصبش. لكن هذه الممارسات ديال الدوله، التشهير، الطريقه ديال التشهير قبل الاعتقال، الطريقه ديال تحديد تاريخ الاعتقال، وجود المنابر الاعلاميه اللي حددت لك الاعتقال كتحل سليمان واليوم اللي كيتعتقل فيه صوره يعني عفاف الخروقات كثيره، لا في ملف سليمان الريسوني ولا في ملف عمر الراضي، الخروقات كثيره وتحدثنا عنها. نعم، جوست ان ديرني مو لان ما بقاش عندنا الوقت وعندي الضغط ديال الناس اللي مطمئن، دونك خصني نعطي
الكلمة لمعطي منجيب. Un dernier mot pour معطي منجيب par rapport à la situation actuelle au Maroc. أعتقد بأن معطي فقدناه للمرة الثانية. perdu معطي. Donc oui أو حاولت الميكرو. راه انت اللي كتصيح، انت كتخلي الميكرو. أنا الو نعم الو اسمعوني. كنسمعوك وي. لا عندك كونيكسيون يمكن قليله شويه، ما كنسمعوكش قليل. دابا كنسمعوك يلا. مزيان. قلت لكم غير اللي بغيت نقول لكم هو انه هاد التهم الاخلاقيه والتهم الماليه راهم كيخافوا منها عاوتاني، كيخافوا الناس يعني المثقفين والمناضلين يعرفوا بانها ربما هي تهم صحيحه. اذا اش كيديروا؟ كيبغيو يقولوا لا فهمت الفكره ديال السي معطي. فقدنا المعطي مره اخرى. نديروا ليه ما نديروا ليه الفكره ديال السي معطي هو بغى يقول لكم ان الاجهزه هي كدير ازدواجيه الرؤيه. فكاينه النخبه المثقفه راه كتفهم ان الملف سياسي وان الا تبع نفس المسار غيكون له نفس المسار، والشعب راه كتقول له هذا القطاع راه كله مغتصب، ما تثقش فينا اتق غير في وائل الريفي هو اللي تثق فيه. ميرسي عفاف بناني، ميرسي ابو بكر الجامعي، ميرسي سي قنديل، ميرسي سي بن شمسي، merci c'est Monjib. Sur ce, vous avez très bien résumé la situation des journalistes au Maroc, la situation politique, économique actuelle. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, à un prochain débat, une prochaine conférence. Et merci beaucoup. Et à la prochaine. Salam alaikum. Merci. مرة أخرى نعود نناقشوا بأكثر تفصيل. سلام. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Salam. Merci pour l'invitation. Merci. Salam.